Bonsoir, c'est bon, nous sommes officiellement en direct. Les premières personnes se connectent. Je voulais d'abord encore tous vous remercier d'être présents à ces rendez-vous. Donc ça fait quelques semaines que je n'ai pas pu faire de live parce qu'entre le ramadan et la reprise du travail en présentiel, c'était un peu compliqué niveau timing. Mais je vais essayer d'être plus régulier. Donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vous rappelle le concept. Vous pouvez proposer des thèmes, des personnes à inviter pour directement échanger avec eux, pour faire de la pédagogie. Donc pour ceux qui nous découvrent, on a commencé à faire ça avec un député pour qu'il puisse répondre à nos questions en pleine crise du Covid. On a ensuite fait cela avec des avocats, encore une fois, pour qu'ils puissent répondre à nos interrogations, que ce soit en droit social, en droit fiscal, en droit public. On a fait un live sur l'éloquence avec Mathieu, qui a attiré beaucoup de personnes. Et donc, il y avait une demande de faire un live avec des policiers pour qu'on puisse échanger sur ce sujet d'actualité. Donc, c'est parti. Nous allons commencer à faire ça. Voilà. Donc, je vous rappelle que j'ai pris des questions en amont, des personnes qui m'ont posé des questions en story. Et bien sûr, vous pouvez poser vos questions aussi durant ce live pour que les intervenants y répondent. Et tout de suite, Ahmed qui va nous rejoindre. Ahmed est en train de se connecter. Connexion. Voilà. Bonjour Ahmed. Bonjour Mohamed. Voilà. Donc pour commencer, on va d'abord présenter Ahmed, nous dire qui il est. Ensuite, je vais poser les questions qui ont été posées en amont. Donc pour toute transparence, les questions que vous m'avez envoyées, je les ai déjà envoyées à Ahmed et Christophe. Et ensuite, durant le live, vous pouvez continuer à poser des questions et nous y répondrons. Est-ce que ça te va, Ahmed? Ça va, ça va. Juste, c'est Ahmed, pas Ahmed. Ok, Ahmed. Ahmed. Donc, pour commencer, Ahmed, pourrais-tu te présenter aux personnes qui nous regardent et qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Ahmed, j'ai 27 ans, je suis fonctionnaire de police dans les Hauts-de-Seine. J'exerce depuis 5 ans là-bas. J'ai un parcours assez atypique. Je suis né, j'ai grandi en banlieue, dans le quartier du Murail à Toulouse, cité de la Reinerie. Ensuite, j'ai suivi on va dire un cursus assez normal jusqu'au baccalauréat. Et en parallèle de ma préparation, enfin de mes révisions du bac, j'ai essayé de me pencher un peu sur mon avenir. Et j'ai préparé on va dire les épreuves d'admission à la formation des cadets de la République. Donc, je suis rentré en 2012 dans la formation des cadets de la République, où j'étais quasiment un des seuls issus des quartiers. Pour rappeler, le quartier du Mirail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on peut appeler entre guillemets une cité HLM, c'est ça? Exactement, c'est une zone de sécurité prioritaire, quartier ZEP anciennement appelé. Et donc, au terme de cette année-là, j'ai terminé major de ma promotion. J'ai exercé, merci, j'ai exercé pendant un an et 4 mois en tant qu'adjoint de sécurité à Toulouse. Tout d'abord au tribunal de grande instance, où je présentais les personnes devant les magistrats, j'assistais les polices d'audience, je faisais aussi un peu on va dire de transfert vers les maisons d'arrêt. J'ai fait ça pendant 4-5 mois. Ensuite, je suis parti en brigade, on va dire proximier, à l'ancienne police de proximité, pendant quelques mois, et j'ai terminé à la nuit au quart judiciaire de nuit à Toulouse. Ensuite, vu que j'ai pas trop tardé à avoir mon concours de gardien de la paix, j'ai suivi ma formation de gardien de la paix au sein de l'école nationale de police à Périgueux,
Et derrière, j'ai été affecté le 1er novembre 2015 dans mon commissariat où je suis actuellement. D'accord, super. Et donc, bah, je vais commencer tout de suite par une première Hmm. question qui t'a été posée, qui était qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce métier et quelle différence tu vois entre les attendus et les réalités du terrain? Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ce métier-là? Ben, en premier lieu, je voulais en gros être au service du public, vraiment donner au, comment dire, sentir on va dire ce, cette utilité en Ouais. fait, de se dire que je vais pouvoir apporter quelque chose à des gens qui sont dans le besoin. Et donc voilà, je suis rentré au début. En fait, j'ai longuement hésité entre la police et l'armée. Et pour moi, il y a une valeur qui est fondamentale, qui est présente dans notre institution et qui est peut-être pas présente chez les militaires. C'est la notion de discernement. Un policier est responsable des décisions qu'il prend. Un militaire, les décisions, elles sont prises, on va dire, en plus haute instance. Et donc, lorsqu'un gradé ou un officier donne un ordre à un militaire du rang, il est obligé d'exécuter cet ordre-là, qu'importe les conséquences, qu'importe ce qu'il y a derrière. Et moi, je voulais impérativement que, voilà, avoir cette notion de libre arbitre, de discernement, qui était pour moi fondamental. Et du coup, Donc, c'est pour ça et que, tu ouais. avais déjà parlé à des policiers ou des choses comme ça avant de faire ce métier ou tu t'es lancé un peu sans savoir exactement en quoi ça consistait? J'avais on va dire, une connaissance de ma famille qui était présente dans la police. Et derrière, moi, on a pu m'aiguiller. C'était aussi on va dire un gars qui a grandi dans les quartiers, enfin, qui avait un peu le même vécu que moi, quoi. Et donc derrière, je me suis tout de suite identifié à cette personne-là et j'ai voulu parfaire ma carrière en le prenant comme modèle. D'accord. Et du coup, il y a une question de Mandy. C'est la question que j'allais poser. Donc, c'est une question qui nous a été posée aussi en tant que policier d'origine maghrébine et issu d'un quartier. Comment vos proches et comment tes proches, tes amis ont-ils vécu ça? Et est-ce que ça change quelque chose dans tes rapports? Et est-ce que tu as pu vivre du racisme dans la police? Ça en fait beaucoup. Ouais, Donc la première déjà, c'est comment ont réagi mes voilà, proches. comment, voilà, en tant que policier d'origine maghrébine et issu d'un quartier, ouais, comment tes proches ont réagi? Ben, franchement, au tout début, ils étaient assez sceptiques. Dans ma famille, on est certes une famille de fonctionnaires, mais la police, c'était assez abstrait. Après, en Algérie, dans ma famille, enfin, tous mes cousins, là-bas, malheureusement, l'employeur numéro un en Algérie, c'est l'État. Et donc, tous mes cousins sont dans l'armée ou dans la gendarmerie. En France, c'était assez différent. Moi, je voulais que je ressemble un peu plus à mon oncle, qui lui a fait de longues études, qui travaille à la mairie de Montpellier, il est directeur de l'action sociale là-bas. Et on voulait que je sois comme lui en fait. Et à un moment donné, j'ai voulu m'émanciper et être le vilain petit canard. Et donc, j'ai voulu à la fois un métier qui puisse me permettre d'avoir des perspectives d'évolution de carrière et à la fois un métier où voilà, il y a différents emplois au sein de la police. Il y a une certaine mobilité, il y a une certaine, comme je disais, une diversité. On peut évoluer plus facilement. Et puis, je me dis pourquoi pas faire évoluer, faire changer les choses aussi au niveau des mentalités. Parce que je pense que c'est pas forcément commun d'avoir, à l'époque où j'ai passé, c'était assez, ça commence à arriver, mais c'était pas assez commun de voir des gars des quartiers arriver dans la police. Et donc, petit à petit, j'ai fait mon chemin et mes proches réagissent plutôt bien. Moi, alors, par exemple, quand je rentre à Toulouse, tout le monde sait ce que je fais. On a beau être la quatrième ville de France, on reste quand même, on va dire, cloîtré à savoir qui fait quoi, qui est qui. Toutes les familles se connaissent en fait ici. Donc non, il y a, enfin, l'avantage que j'ai eu moi en fait, c'est que je suis resté moi-même. J'ai jamais oublié qui j'étais et d'où je venais. Et pour moi, j'ai toujours été, on va dire, les gens qui ont grandi avec moi, qu'importe ce qu'ils font, qu'importe ce qu'ils sont eux-mêmes en fait. Ils ont pas vu ma nature changer par rapport au fait que je revais un uniforme. Et le plus important, c'était pour moi voilà, de montrer que j'avais pas forcément changé. Un bonjour, un simple signe de courtoisie,
Et derrière, vous voyez que la personne, elle va se dire, oui, voilà, cette personne-là, elle a pas pris le melon en rentrant dans cette institution-là, quoi. Mais sinon, ouais, mes rapports avec, que ce soit même en banlieue parisienne, généralement, j'ai pas trop de problèmes avec ça. J'ai pas trop de problèmes. Je fais mon taf et les gens le savent. Après, il y a une certaine, comment dire, il y a une certaine diplomatie. Faut savoir que dans notre métier, il y a des qualités qui sont prépondérantes, à savoir l'empathie. Il faut savoir faire preuve aussi d'assertivité, parce qu'à un moment donné, faut pas oublier qu'on est quand même une force régalienne et que ça nécessite en amont de pouvoir prendre des décisions qui vont pas forcément plaire à tout le monde. Mais il y a une certaine diplomatie. Il y a aussi, c'est beaucoup de communication en fait. C'est énormément de la communication et il faut savoir trouver les bons mots. Et après, l'avantage que j'ai eu aussi, c'est que j'ai grandi dans les quartiers. Donc, je me suis aussi imprégné des codes des quartiers et aussi on va dire, de l'ambiance des différentes communautés et cultures qu'il y avait dans les quartiers. Et du coup, aujourd'hui, en tant que policier, comme tu disais, issu de quartier, euh, Ouais. quand ton rapport avec les jeunes de ces quartiers-là, est-ce que Mm. est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que avec toi, ils peuvent être, ils peuvent avoir un comportement différent, en bien ou en mal avec toi? Mais au début, quand on arrive et qu'on connaît pas, c'est aussi cette peur-là de l'inconnu. On a tendance à être tout de suite dans, on va dire dans une certaine, on va dire dans une opposition. De voir que, par exemple, un gars qui vient des quartiers n'est pas forcément, enfin, du moment qu'il est passé dans la police, c'est forcément un gars du camp d'en face. Alors que pas du tout, en fait. Pas du tout. Et au contraire, en parlant, en fait, il y a rien qui empêche de parler avec la personne. Et en parlant avec la personne, on se rend compte petit à petit que, enfin, surtout les jeunes, dans leur perception, ils le savent. Moi, je peux marcher tranquillement dans la ville où je travaille. Je, j'ai pas besoin de me retourner à chaque coin de rue, en fait. Il y a, en fait, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai vraiment pas eu ce problème-là. Et c'est vrai qu'au niveau de l'approche, quand on leur fait un petit clin d'œil par rapport à des choses qui peuvent être abstraites ou qui peuvent être inconnues, parce que pour eux, en fait, dans l'imaginaire, c'est un policier, c'est forcément un gars qui a pas forcément grandi dans les quartiers, qui a grandi, par exemple, en milieu rural, pour qui, en gros, tout ce qui est culture autre que française, c'est assez abstrait. Alors que moi, j'aurais montré, hein, j'aurais dit, vous savez, quand je finis le travail, je suis un mec comme vous. Hein. Moi aussi, il m'arrive de me faire contrôler. Moi aussi, il m'arrive de, pour vous dire, je me suis fait contrôler pendant le confinement. Je me suis fait contrôler en descendant mes poubelles. Donc, je vais même te faire rire au-delà de ça. Je me suis jamais fait autant contrôler que depuis que je suis dans la police. Mais c'est Ah, mais je te jure, c'est c'est depuis sérieux. que tu es dans la police ou depuis que tu es à Paris? Ah non, non, depuis que je suis dans la police, ça a commencé à Toulouse, mais c'était assez rare. Mais à Paris, c'est impressionnant. Je me fais tout le temps contrôler. Ok. Et du coup, donc là, on a parlé de tes rapports avec l'extérieur et au sein de la police. Ouais. euh, Vu que, comme tu dis, c'est quelque chose de nouveau, donc comment toi tu l'as vécu, c'est peut-être cette nouvelle culture que tu découvrais, et comment les autres ont vécu de voir un profil, si je peux me permettre de le dire, un peu différent du leur. Ben, moi, personnellement, enfin, j'ai toujours, enfin, quand j'ai vu le métier, enfin, on sait tous, de toute façon, au travers des séries, on va dire, des reportages, on s'est tous identifiés forcément à un policier ou à ces séries comme New York Unité Spéciale et tout. On a toujours voulu être flic à un moment donné. Et moi, le métier me passionnait. Le métier me passionnait au-delà on va dire, de l'aspect régalien, de l'aspect coercitif. Il y avait surtout cette volonté de vouloir aider. Et, euh, et petit à petit, en fait, je me suis, j'ai découvert le milieu. J'ai découvert que, en fait, dans la police, on a beau dire, oui, certains ont certains a priori par rapport aux gens, aux autres cultures et tout, mais c'est pas une généralité. C'est comme dans la société de tous les jours. Il y a des bons, il y a des mauvais partout. Et comme je le dis, en fait, moi, la position que j'ai, elle est assez particulière. C'est que je suis à la fois un maghrébin, un mec issu des quartiers, et à la fois un policier. Donc, de part et d'autre, il y a certaines personnes qui ont certains, on va dire, certains a priori.
Et je le vois, que ça soit dans les quartiers, il y a forcément des personnes qui aiment pas ce que je suis, sans même savoir qui je suis. Et dans la police aussi, il y a certaines personnes qui doivent avoir des a priori, comme partout en fait. C'est la société qui est faite ainsi. Ouais. C'est pas propre à la police, au métier de policier, c'est la police trouvée dans Après, la société française. ouais, non, c'est l'évolution de la société qui a fait que, je prends le cas, par exemple, moi, quand j'étais gamin, dans la police, j'ai voulu intégrer aussi la police par rapport au fait, à la police de proximité, qui était présente dans mon quartier. Mon quartier, du Mirail, a été un des sites pilotes justement, on va dire, de la police de proximité. Et donc, les policiers, en gros, étaient là pour nous et on avait des centres de loisirs de jeunesse et ils faisaient aussi le rôle d'éducateurs. Ils étaient vraiment omniprésents dans la vie du quartier. Et vice versa, derrière, les policiers connaissaient le quartier. Et ils connaissaient les chefs de famille, ils connaissaient un peu tout ce qu'il y a autour du quartier, de la vie du quartier. Et donc, en termes de remontée d'informations, c'était important pour les enquêtes judiciaires de savoir qui fait quoi, qui traîne avec qui. Franchement, je pense que le fait que la police de proximité ait été supprimée a fait un réel, a creusé vraiment un fossé entre les quartiers et la police. Et on le voit de toute façon maintenant, les quartiers d'aujourd'hui sont plus ceux d'hier. Moi, je le vois moi-même quand j'ai grandi à la Rennerie. J'y suis retourné il y a peu de temps. Je reconnais pas l'endroit dans lequel je suis né et j'ai grandi, quoi. Ok. Donc, parce que voilà, donc, pour ceux qui connaissent pas, la police de proximité, c'était une police qui était toujours là, qui était toujours en contact avec les commerçants, les habitants, etc. Et qui fait le C'est lien. ça. Et si il devait y avoir des centres de police, etc., par exemple, au lieu de frapper un peu tout le monde, c'était beaucoup plus ciblé parce qu'on savait qui faisait quoi. Exactement, exactement. Il y avait des remontées d'informations, il y avait une vie autour du quartier. On partait en vacances, comme on n'avait pas tous la chance de partir en vacances. Et puis nous, les vacances à l'époque, ça se résumait au bled et à rien d'autre. Donc on avait des policiers qui nous amenaient même dans des circuits pour nous sensibiliser à la sécurité routière. Puis on pouvait faire de la bécane, on pouvait faire de tout en fait. Et on avait cette notion de repère là. Et il y avait plein de mecs qui ont grandi avec moi, qui sont aujourd'hui policiers à Paris aussi. Super, donc ça crée des vocations en plus. Ah ouais, ouais, carrément, carrément. Et puis moi je le sais, le jour où je suis rentré en tant que cadet de la République, et j'ai vu en gros cette discipline, ce respect de la hiérarchie, qui aussi faisait penser au respect des aînés qu'on avait au sein de nos propres familles. On va dire, à 5 heures, tu te lèves, tu fais ton lit, tu ranges ta chambre. On va dire, je me suis dit, mais à ce moment-là, c'est ce qu'il faut aux jeunes. C'est ce qu'il faut aux jeunes, cet encadrement, parce qu'on en voit malheureusement certains, ils sont laissés à l'abandon, que ce soit même pour le travail. Moi, je sais que par exemple, dans ma formation de cadet de la République, on n'a pas tous été policiers derrière. Derrière, on nous a engagés, j'avais un formateur qui était super, qui nous a engagés à passer des concours divers et variés. Il y en a qui sont partis en gendarmerie, d'autres au sein de l'administration pénitentiaire, d'autres qui ont eu d'autres projets. Et donc, ça a été un tremplin, en fait, pour beaucoup d'entre nous, quoi. D'accord, super. Et du coup, en parlant de tout ça, la troisième question était comment les policiers jonglent-ils quotidiennement avec l'image de la police qui se dégrade? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, on est obligé de montrer ce que justement on attend du policier au travers du code de déontologie, parce qu'en fait, il n'y a pas de bons ou de mauvais policiers. En fait, il y a des policiers qui font leur travail et il y a certains comportements qui laissent ternir l'image de notre institution. Mais normalement, quand on fait notre travail, comme le code de déontologie le requiert, généralement, il nous arrive pas de problème. Après, le problème, c'est que on est aussi devant une génération 2.0 qui laisse la porte ouverte on va dire, aux vidéos, on va dire, à Snapchat, à tout ce qui est réseaux sociaux. Et derrière, on montre des fois des situations où on va voir, on va dire, l'aspect coercitif, mais on va pas voir ce qui s'est passé derrière. Après, il y a certains comportements qui sont blâmables et qui sont réprimables justement les GPN et par les instances judiciaires. Et ça, en fait, ça nous appartient nous et ça nous engage nous. C'est pour ça que, comme je te disais tout à l'heure,
la notion de discernement est très importante. Quand j'interviens sur une situation, la première des choses que je me dis, il faut que j'arrive à figer la situation, savoir le pourquoi du comment. Avant d'émettre la moindre chose, il faut savoir le contexte, ce qui se passe derrière. Et après, derrière, on désamorce la situation. Et ce qui est compliqué en tant que policier, c'est que des fois, on a un laps de temps assez court pour prendre la meilleure décision possible. Et il n'y a pas de, comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de bons ou de mauvais flics. Il y a des flics qui doivent faire leur travail et ça se joue à quelques secondes près en fait. Après, comme je t'ai dit, il y a énormément aussi, si on a, on va dire, un service comme l'IGPN qui est présent au sein de notre institution, c'est parce qu'on exerce aussi un métier de pouvoir et de responsabilité, qui justement, faut pas oublier qu'on est aussi des hommes et que comme tous les hommes, certains fautes et l'IGPN est là pour justement pour rappeler certains à l'ordre juste par rapport à ça. Mais après, ouais, en tant que policier, moi, je sais que je m'évertue tous les jours dans l'exercice de mes fonctions à vouloir à vouloir justement redorer le blason de l'institution. Et dans ma commune, tout le monde sait qui je suis. Les gens m'appellent carrément par mon prénom. Ils m'appellent pas. On va dire. C'est pour ça que, tu vois, par exemple, quand on parle de vouvoiement entre policiers et jeunes, moi, je suis pas d'accord. Parce que justement, le vouvoiement, en fait, ça met une barrière. Tu vois, ça met une barrière entre les gens. Et moi, justement, le tutoiement, quand j'interviens dans un quartier, je l'emploie tout le temps. Je l'emploie systématiquement. Pourquoi? Parce que les jeunes, justement, je veux leur rappeler que je reste un homme comme eux. Par contre, si derrière ils dérapent, s'ils font des conneries, je serai là pour leur rappeler, quoi. Mais sinon, le tutoiement. Tutoiement Ouais. qui est accepté, par contre, c'est ça, c'est pas un tutoiement imposé. Ah non, 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 du tout. Eux me tutoient et vice-versa. Il n'y a pas de. Voilà, en fait, le problème, c'est que le vouvoiement, il est souvent perçu comme une forme de condescendance, tu vois. Et derrière, les jeunes se disent, ouais, mais lui, il me prend de haut, lui, tu mets les choses à plat en tutoyant la personne, ça se passe hyper bien. Et puis, rien ne t'empêche pendant le contrôle de désamorcer un peu la situation parce que certains le vivent très mal de se faire contrôler de manière systématique, et ça, je le conçois. Néanmoins, des fois, les contrôles sont nécessaires. Ils doivent pas, c'est comme la palpation de sécurité, c'est comme plein de choses. Il y a toujours cette notion de discernement qui est importante. Du jour où je croise un jeune qui rentre on va dire, de ses études, de sa journée de travail et tout, je vais pas avoir, je vais pas aller le contrôler, le mettre par terre comme ça. Non. Bonjour monsieur, il y a certains, on va dire certains protocoles qu'on nous apprend en école, certains signes de courtoisie, le salut, la déclinaison de notre qualité qu'on doit adopter. Et derrière, rien n'empêche de parler de la pluie du beau temps avec la personne pendant le contrôle. Et du coup, attends, donc, Ça passe bien. tu as dit plusieurs choses donc qui renvoient à des questions que j'allais te poser. Donc, est-ce que tu confirmes que les citoyens ont le droit de vous filmer? C'est une question qui nous a été posée. Nous, on a été rappelé à l'ordre par rapport à ça, à savoir on n'a pas le droit d'interdire aux citoyens de nous filmer sur la voie publique. Justement, moi, en tant que policier, je porte une caméra aussi quand je suis sur le terrain. Et enfin, ça part dans les deux sens. Du moment que je fais bien mon travail, pourquoi derrière je voudrais pas qu'on me filme? Et justement, c'est l'autre question que j'allais te poser. Est-ce que aujourd'hui, tous les Mm. policiers ont une caméra sur eux et est-ce qu'elles filment vraiment 24 heures sur 24 tout ce que vous faites? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les caméras, on en avait d'autres avant. Les nouvelles qu'on nous a données, on la particularité en fait d'avoir une forme de géolocalisation sur la caméra. Et puis elles sont référencées à travers un logiciel, donc on sait qui a pris telle caméra. Et en fait, dans la caméra en elle-même, si tu veux, elle permet au moment où tu l'actives, parce que la batterie, c'est des batteries qui sont assez faibles, donc elles peuvent pas tenir toute une vacation. Savoir comment je fais 12 heures de vacation, donc c'est impossible de tenir 12 heures de vacation. Parce que tu as très bien vu dans les mariages, dans nos communautés, une simple cassette, elle part rapidement. Donc c'est exactement le même concept. Et en fait, si tu veux, avec la batterie, en fait, tu es obligé de la changer au moins une à deux fois pendant la vacation pour qu'elle puisse durer. Et donc, quand tu filmes, quand tu juges nécessaire de filmer une situation, parce qu'elle ne peut pas filmer en continu, quand tu juges nécessaire qu'il y a une situation qui doit être filmée, tu l'actives la caméra. Sauf qu'au moment où tu l'actives,
elle prend en considération les 30 secondes qui sont passées D'accord, auparavant. ok. Et quand tu l'éteins, elle prend aussi les 30 secondes d'après. Donc non, c'est un super outil qu'on nous a mis à disposition et ça va servir à la fois les policiers et à la fois les gens qu'on sera amené à contrôler et Et interpeller. du coup, il y a une question justement en live qui est assez intéressante, deux questions d'ailleurs. Comment tu vis, comment le fait d'être contrôlé régulièrement, est-ce que tu peux comprendre que certaines personnes puissent être agacées, nerveux d'être contrôlées, surtout si c'est plusieurs fois? Et du coup, moi, je vais. Ouais, Est-ce que tu penses que Hmm. c'est peut être une bonne idée? Est-ce Pardon? que tu penses que du coup le récépissé peut être une bonne idée? Il y avait une idée de dire quand Non. tu te fais contrôler, tu prends un récépissé pour que tu puisses le montrer et Ouais. contrôler une deuxième fois. Voilà. Non, non. En fait, je pense que je le comprends déjà en premier lieu le fait de se faire contrôler que ça agace. Je comprends tout à fait. Sauf que le problème, c'est que en tant que policier, quand on te donne, on va dire, on t'est amené à intervenir sur X ou Y intervention, on te donne le signalement d'un auteur en fuite. Le signalement, c'est quoi? C'est euh, sexe, type, nord-africain, européen, asiatique, n'importe, tu vois. Et on te donne une taille, une corpulence. Des fois, c'est très, très réduit par les victimes. On te dit, oui, voilà, c'est un mec qui est comme ça, il est habillé en noir. Donc, toi, tu vas dans telle direction, tu vois un mec habillé en noir. Tu tapes le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il correspond en tout point, comme le disait l'article 78.2. L'article 78.2, c'est l'article qui référencie tous les cas où tu peux être amené à contrôler un individu. Les différents cas. Et derrière, lorsque tu te retrouves dans un de ces cas-là, ton contrôle est carré. Moi, quand je vais interpeller une personne, je lui explique le motif. Je lui dis, voilà, moi, je te contrôle par rapport à ça. Et derrière, la personne, elle comprend. Elle voit que c'est pas un contrôle qui est En abusif fait, et je légitime mon contrôle. Je dis à la personne carrément, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Un jour, il y a eu un mec, je me souviens, il y a eu un vol à l'arraché de bijoux sur une personne vulnérable. On va dans un quartier, on trouve deux jeunes, dont un avec un t-shirt rouge. Mais et il avait un jean noir. Donc exactement le signalement d'auteur. Sauf qu'il s'avère que ce mec-là sortait de chez sa mère et qu'il était allé chercher des plats. Moi, je ne savais pas parce qu'il venait de fermer son coffre. Donc je procède à son contrôle. Le mec, il était agacé, il venait d'avoir sa journée de travail. Je désamorce la situation. Et je lui dis, je finis le contrôle et je t'explique le pourquoi du comment. Et là, il me dit qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, ben voilà, il y a un mec qui a agressé une personne âgée, il lui a dérobé ses bijoux. La personne, elle est transportée à l'hôpital, elle est actuellement aux urgences. Il me dit, ah ouais, je comprends pourquoi vous êtes venu comme ça devant moi, vous m'avez contrôlé sans même savoir le pourquoi. Je dis, je suis obligé. Je dis, c'est mon travail. Après, pour en revenir à ce que tu disais par rapport au récépissé, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'en fait, le récépissé, je te donne un exemple. Le matin, tu pars acheter ta baguette. On est d'accord, tout se passe bien, tu vas acheter ta baguette, tes croissants, ta chocolatine, et derrière, quoi, pardon? une chocolatine. Et derrière, en fait, tu prends ton petit-déj, et là, fin de journée, il s'avère que tu avais prévisionné et au moment en fait, où tu vas acheter faire tes emplettes, derrière, tu te fais contrôler. Tout se passe bien, t'as rien sur toi, ta petite monnaie, tu rentres chez toi. Le soir même, enfin, on va dire l'après-midi même, tu vas pour commettre un méfait. Tu as en ta possession dans ta voiture, on va dire, des armes, du stupéfiant ou n'importe. Tu te fais arrêter par une patrouille, tu présentes ton récépissé. Et il s'avère que tu allais commettre un méfait. Ok, ouais, je comprends. Et tout à l'heure, tu as parlé des conditions de l'article 78.2. Est-ce que tu peux nous rappeler à tous quelles sont-elles? Donc, on va dire les cas de contrôle d'identité. Donc, il y a je ne sais combien d'alinéas qui justement définissent la notion de contrôle d'identité. Donc le 78.2 dit que on a le droit de procéder au contrôle d'une personne lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle s'apprête à commettre un crime ou un délit, qu'elle fait l'objet de recherche par une autorité judiciaire, qu'elle est susceptible de nous donner des informations à une enquête en cours,
dans le cadre préventif ou dans le cadre d'une réquisition 78.2 par le procureur de la République qui nous donne l'autorisation dans un secteur délimité de procéder dans cette réquisition. En fait, on a l'autorisation pendant, on va dire, 2, 3, 4 heures, 6 heures même, de procéder à des contrôles d'identité dans le but de rechercher une ou plusieurs infractions. C'est fait à la fois grâce aux remontées d'informations faites par les commissariats, on va dire de voir en fait sur tel secteur quelles sont les infractions qui reviennent le plus. Et donc c'est dans le cadre de préventif. Ok. Et donc parfois, tu peux faire des contrôles aussi pour des comportements suspects. C'est-à-dire, Comme tu dis, dans 78.2, quand tu sais que tu Hum, peux penser qu'il y a. Enfin, tu disais quelque chose derrière. Enfin, est-ce que tu hum. peux voir quelqu'un, penser il a un comportement suspect, qu'il va commettre un délit ou quelque chose comme ça, et tu peux le contrôler aussi. Bah, ouais, je te donne un exemple. Il y a un mec, on va dire, on est sur une heure tardive de la nuit. Un mec suit une femme. Je le prends en filature, je vois que le mec qui suit la femme. Il a commis aucune infraction là, jusqu'à présent. On est d'accord. Mais pour moi, il y a des indices qui me laissent penser qu'il va commettre une infraction. Donc derrière, je vais procéder à son contrôle. Et donc, ouais, moi, enfin, j'aime beaucoup tout ce que tu dis, hein, c'est-à-dire quand tu vas voir les personnes, tu leur expliques pourquoi tu vas les contrôler, ça apaise la situation, je suis Mm. entièrement d'accord avec toi. Pareil, je vais pas aller dans le cliché, hein, moi aussi, ayant grandi dans un quartier prioritaire de la ville, j'ai pu avoir des contrôles sans comprendre pourquoi. Donc, c'est très bon exemple. Mais du coup, pourquoi ça se passe pas toujours comme ça, si je peux me permettre? Parce qu'il y a une certaine complexité. Enfin, c'est comme comment je pourrais te qualifier ça. Quand tu as été à l'école, tu avais on va dire des professeurs qui étaient plus ou moins bons avec toi. Il y en avait certains que tu appréciais plus que d'autres. Pourquoi? Parce que tu en avais qui t'expliquaient mieux que les choses que d'autres. Et ben c'est pareil en fait. T'en as qui savent faire preuve d'empathie, qui savent, on va dire, se mettre à la place des gens et savoir comprendre. Et moi, ce que je regrette en plus, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui ont pas forcément grandi dans un milieu urbain, on va dire dans des quartiers, qui sont catapultés en région parisienne. Je suis désolé, mais quand t'habites un petit patelin à côté de Limoges, que t'es catapulté en banlieue parisienne, que t'arrives à Saint-Ouen ou à Saint-Denis, ça te fait tout drôle. Moi, j'ai vu même des mecs des îles arriver en pleine banlieue parisienne, ils savaient pas où ils étaient en fait. Et le problème, c'est que derrière, tu écoutes un peu ce que les gens disent. Des fois, tu as des gens qui disent pas forcément les bonnes choses. Moi, par exemple, je sais que j'ai besoin en fait d'avoir cette pluralité de culture. Tu vois, d'être au milieu de diverses cultures. Un jour manger africain, un jour manger turc, changer mes habitudes. Et je pense qu'en fait, on devrait l'intégrer ça au niveau des modules d'intégration, parce qu'en fait, au terme de notre année d'école en tant que gardien de la paix, on a des modules d'adaptation aux premiers emplois, qu'on appelle MAP. Et en fait, au terme de cette année de scolarité, pour nous préparer à notre première affectation, on nous met tout de suite dans le bain. Donc, il y en a pour les CRS, il y en a pour ceux qui vont dans le judiciaire. Et par contre, pour ceux qui vont on va dire, dans les commissariats, il n'y a pas de module d'adaptation. Donc certains, en fonction de leur choix d'affectation, sont catapultés dans des endroits qu'ils ne connaissent pas forcément. Et donc, c'est la Donc, formation qu'on devrait aussi revoir alors. pas toute la formation, mais on va dire une Partie, partie. ouais. Et est-ce que tout à l'heure tu disais aussi que vous étiez des humains? Du coup, est-ce que ça peut aussi jouer du coup sur votre humeur? Si un jour, je sais pas, tu te réveilles, tu peux te réveiller énervé, t'as pas beaucoup dormi, t'es fatigué, tu peux être à fleur de peau. Du coup, est-ce que ça peut jouer aussi sur votre façon d'appréhender quelqu'un, par exemple? J'ai envie de te dire oui et non. Oui et non, parce que on est humain. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est aussi entre guillemets, des super citoyens. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut pas oublier que nous, à l'inverse d'un citoyen, on a le principe de la double sanction. C'est-à-dire qu'on a à la fois le volet administratif et on a le volet judiciaire. Alors qu'un citoyen lambda, il a que le volet judiciaire. Un policier, lorsqu'il commet, par exemple, une infraction, derrière, il va passer en commission de discipline. Et en commission de discipline, le temps de son jugement, on va peut-être le mettre à pied, lui faire quelques mois d'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de salaire. Donc, il va être dans l'embarras, quoi.
On a en fait le code de déontologie justement, il est là pour rappeler les devoirs du fonctionnaire et les qualités qu'on attend réellement chez un fonctionnaire de police. Et il y a Anastasia qui demande là en live, est-ce qu'on peut refuser un contrôle de police? En... Le contrôle de police, on peut pas le refuser. On peut pas le refuser. Un contrôle de police, on peut pas le refuser. On peut dire oui, oui, voilà, je veux pas donner mon identité dans les médias. Sauf que derrière, on va rentrer dans un autre cadre. Si une personne refuse le contrôle d'identité, on va dire c'est pas entre guillemets, c'est pas illégal de refuser un contrôle. Par contre, derrière, on sera quand même retenu sur place la personne et on va la ramener au commissariat de police où on va viser l'officier de police judiciaire de telle personne qui refuse de donner son identité. Et derrière, on va enclencher la procédure de vérification d'identité à l'article 78.3. Ça, derrière, on va mettre tout en œuvre pour pouvoir déterminer l'identité de la personne, savoir si elle fait l'objet de recherche par une autorité, si elle est pas, c'est pas une personne aliénée, parce qu'il y a différentes fiches de recherche au niveau du fichier. Et derrière, eh elle sera obligée de donner son identité. Donc, bon, c'est un peu provocateur, mais ça renvoie au contrôle au faciès. Hein. Il y a beaucoup de 14 qui dit est-ce que noir c'est un indice pour les contrôles? Bon, après je veux dire voilà, je vais aller plus loin. Hein. Ce que je veux dire c'est que c'est vrai qu'en France, d'après les statistiques, quand on est d'origine arabe, on a 7 fois plus de chances de se faire contrôler, et quand on est noir, on a 6 fois plus de chances de se faire contrôler. Donc, est-ce que tu penses comment on peut lutter contre ça? Le problème, c'est que malheureusement, et tu le sais, les critères démographiques jouent pas en notre faveur. Tu vois, on est malheureusement on est dans des villes où, par exemple, je te donne le cas de Paris, tu es dans le 18e, tu es obligé de contrôler, quand tu contrôles une personne, tu as 80% de chance de tomber sur un robot ou sur un Renoir, tu vois. Alors que quand tu es dans le 16e, oui, tu es amené à contrôler diverses personnes. Sauf que le problème, c'est que comment te dire, t'as pas plus de chance. Enfin, le souci, c'est que je le vois par exemple en banlieue, la plupart on va dire des personnes qui commettent on va dire des crimes ou des délits en banlieue, c'est ceux qui habitent en banlieue. Et ça, c'est normal. Donc, c'est forcément des personnes où c'est de la délinquance itinérante. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est ce dont on parle pas, et ça, je ne cesse de le rappeler. Certes, les petits vols, on va dire, le stupéfiant, tout ça, ça peut être certains vols, on va dire certains étages des stupéfiants, parce qu'il y a aussi d'autres étages. Ça concerne tout le monde, en fait. Ça concerne pas forcément des personnes qui vivent dans les quartiers. Malheureusement, il y a c'est ça aussi qui a évolué avec le temps. C'est qu'avant, par exemple, quand un mec commettait un méfait, il le faisait jamais dans son quartier. Il allait toujours dans des endroits X ou Y pour commettre les faits. Sauf que maintenant, en fait, les jeunes commettent les méfaits dans leur propre quartier. Et donc, on arrivait alors qu'avant, on avait beaucoup de délinquances qui étaient itinérantes. Là, maintenant, en fait, on a des jeunes qui commettent des méfaits dans leur quartier. Et donc, on les a déjà identifiés. On connaît leur nom, prénom, on sait déjà où ils habitent. Donc, on n'a même pas besoin de faire de recherche. Des fois, tu n'as même pas besoin de les contrôler. Après, moi, je sais qu'au niveau de certains contrôles, un jour, par exemple, j'étais sur un cas où il y avait un jeune qui était recherché. Le jeune voulait partir en courant. Je lui dis, c'est simple, je procède à ton contrôle. Je prends ton nom, ton prénom, ta date de naissance et ton adresse. Je dis, et je peux te jurer que je te ramène pas au commissariat. Et là, il s'apprêtait à courir. Je lui dis, non, mais ne cours pas parce que je vais te rattraper. Je lui dis que j'étais prêt à le rattraper. Et il me dit, ben, jure-moi que tu vas pas me ramener au commissariat, que je vais pas faire une garde à vue. Je lui dis, ben, je te jure que ce soir, tu ne feras pas de garde à vue et que tu rentreras chez toi. 2 semaines après, il a été interpellé parce que lui aussi avait fait des bêtises. Mais j'ai tenu ma parole. Je l'ai contrôlé. Et derrière, après, ça a été à lui de répondre de ses actes. Mais après, un contrôle, en fait, tout dépend comment on amène la chose. Et malheureusement, on doit s'adapter aussi aux formes d'infractions qu'on a en face de soi. Tu peux pas procéder à un contrôle d'identité de la même manière en fonction de l'infraction qui a été faite. Je m'entends, par exemple, on te dit il y a une personne qui a commis par exemple un braquage. La personne elle est susceptible de détenir une arme. Tu n'auras pas forcément la même approche
que si tu avais une personne qui venait de faire, je ne sais, un vol à l'étalage, par exemple, dans un magasin. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette notion aussi d'approche qui est importante. Et je vois, de toute façon, au travers du travail, que notamment par exemple dans les quartiers, c'est devenu de plus en plus compliqué avec les jeunes, les nouvelles générations, qui, avant, en fait, tu avais le respect des aînés. Tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les jeunes, ils avaient quand même cette pudeur-là de ne pas vouloir faire de choses dans leur quartier ou que les choses ne se sachent pas, tu vois. Alors que maintenant, en fait, tout est fait. Tout est fait aux yeux de tous et au su de tous, quoi. Et du coup, comment tu penses que, donc toi, tu as tes méthodes personnelles, comment est-ce qu'on peut gérer cette crise avec les jeunes ou rétablir cette confiance entre la police? Ben, le problème, comme je te disais, le problème qui se pose avec les policiers et avec les jeunes, c'est que de part et d'autre, les gens ne se connaissent pas. Les jeunes, ils connaissent pas, les policiers, quand ils arrivent ici en banlieue, ils connaissent pas les jeunes à qui ils ont affaire. Et d'autres, et vice versa. Les jeunes des quartiers ne connaissent pas forcément le métier, ils regardent 90 minutes d'enquête et basta, quoi. Et le problème, c'est que depuis justement la fin de la police de proximité, on va dire qu'il y a une forme de césure qui a été faite entre la police et la proximité. Les citoyens, on va dire, ont très peu de connaissances de ce que font les policiers. Les policiers connaissent très peu l'activité du quartier, de la ville, qui fait quoi, qui est acteur de telle ville, qui est responsable associatif de. Enfin, avant, tout se savait en fait. Tout se savait dans la vie du quartier. Maintenant, en fait, chacun vit dans son coin et c'est difficile d'aller vers l'autre en fait. Donc toi, tu penses qu'il y a plus, c'est donc et que même l'origine de la crise est un peu multifactorielle, c'est ça? Donc suppression Exactement. de la police de proximité qui a fait qu'il y avait plus de liens qui pouvaient Mm. exister, euh, moins de Mm. liens sociaux dans ces quartiers aussi. Les gens se parlent moins, se connaissent moins, et les Exactement. jeunes faisaient un peu ces activités, on va dire illicites, en secret ou en dehors, et maintenant il y a cette Mm. crainte, cette peur du regard des autres, et même Mm. tout est Ouais, ouais. directement. Il y a plusieurs facteurs, hein. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que, et malheureusement, ça a fait que dégrader justement l'image des quartiers aujourd'hui. Excuse-moi. Et du coup, il faudrait donc la police de proximité, elle a été rétablie. Donc c'est ça, hein, elle s'appelle la police de sécurité du quotidien. Est-ce que toi, tu as pu voir comment la police de proximité était? Est-ce que tu as un retour pour l'instant à nous faire dessus? Ouais, ouais, ouais. Quoi, hein, c'est C'est comme, franchement, police de proximité, oui et non, en fait, j'ai envie de te dire. Au niveau de l'appellation, oui. Au niveau des moyens, nous-mêmes, en fait, on nous a juste changé les cycles, en fait. On nous a juste changé les sigles, les anciennes BST, qui étaient aussi avant les UTEC, ont juste changé d'appellation. Et malheureusement, on n'a pas forcément eu connaissance ou eu vent on va dire, de choses qu'on devait changer au niveau de notre travail. et il y avait une autre question, c'est est-ce que tu as vu le film Les Misérables? Euh, Ouais, Et est-ce que pour toi, c'est la réalité ou ta réalité ou une réalité? ah, c'est sûr que c'est pas ma réalité, hein. C'est sûr que c'est pas ma réalité et il y a des choses oui, il y a des choses qui peuvent être vraies, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont scénarisées. Euh, il y a Côté politique, déjà la, la vie du quartier en elle-même, la vie du quartier en elle-même. Moi, on va dire dans Les Misérables, je me reconnais pas. En fait, je me reconnais pas. Ça reflète pas ce que je fais au travail, ce que je vis au travail. Ça reflète, pour moi, aucunement l'image d'un quelconque commissariat dans le département où je travaille, quoi. Après, pour moi, c'est vachement scénarisé, même s'il y a des choses qui sont justement bien dans ce film-là. Quand tu vois que tu as par exemple un policier qui est borderline, t'en as un autre qui suit mais sans forcément rien dire, et tu as le policier qui est nouvellement affecté.
chez qui justement tout ça c'est on laisse de côté. Moi, je suis vachement carré et tu le vois de toute façon à la fin pour éviter de spoil. Euh, Ouais. t'as le jeune, justement, il sait pas s'il doit commettre l'acte ou pas. Parce qu'il est en face d'une personne qui lui a jamais manqué de respect, qui a toujours été carré avec. Si, justement, il y avait, on va dire, cette volonté de vouloir mettre les gens tous dans le même lot, de se dire, voilà, tous les policiers sont comme ça, donc je vais, non. Et justement, il a cette, on va dire, ce moment de réflexion où il va se dire, est-ce que je vais faire ou non? Et je pense que oui, il y a des choses qui sont bien dans ce film, mais ça reflète pas forcément ce que moi je vis au quotidien. Après, personnellement, je sais que ce film-là, il est sorti en même temps que quasiment en même temps que Banlieusard, et j'ai 100 fois préféré Banlieusard. Ok. Et enfin, préféré artistiquement ou par rapport plus à la réalité de ce que... Et à la réalité totalement. Pour moi, ce qu'a fait Kerry James, c'est énorme, c'est énorme. Et puis ça donne euh, ça donne aussi beaucoup de d'espoir aux gens des quartiers. Et c'est ce que je dis aux jeunes quand quand ils me posent des questions sur le métier. Je dis si vous voulez vous armer, il y a Kerry James, il a dit. Hein. Il a dit la plus importante des choses, c'est d'aller chercher le savoir. Et une fois qu'on a l'instruction, le savoir et les connaissances pour pouvoir justement lutter dans la vie, derrière, il y a personne qui va vous dire de courber les chines ou qui va vous apprendre. Moi, c'est ce que j'ai fait au travail. C'est pour ça que j'ai toujours voulu parfaire ma scolarité de policier. Je me dis, demain, j'ai pas envie de tomber sur un pèlerin qui va venir et qui va me dire, voilà, ton métier, c'est ça, ça, ça et ça, et qui va m'apprendre mon métier. C'est à moi d'apprendre mon métier aux gens, et non l'inverse. Et justement, les jeunes doivent se mettre en tête qu'il faut qu'ils apprennent, qu'ils réussissent par le biais des études. Moi, un jeune qui me dit, ouais, voilà, je veux rentrer faire des études, je sais pas moi, dans le droit ou autre, je vais le dire, mais vise magistrat, vise le truc le plus haut. Et si à un moment donné, tu en as marre, ben, il te restera d'autres portes de secours. Mais fais le maximum d'études et essaie d'acquérir le maximum de savoir. Super. Et bah, j'en profite aussi pour saluer Mamadou Koulibaly, qui est acteur et qui a participé à la réalisation du film Banlieusard, et qui habite dans un grand quartier où il est très actif et avec lequel on va sûrement on va essayer d'organiser une rencontre justement avec votre association de policiers et les jeunes du quartier. Voilà, c'était juste une Super. une petite parenthèse. Et il y a Moussa, en fait, qui voulait évoquer le sujet des violences policières. Moussa, enfin, si tu as une question plus particulière, est-ce que tu pourras la poser directement? Donc oui, c'est vrai que pendant le... Tu n'as pas... Donc ouais, pendant le confinement, on a vu beaucoup de vidéos sur les violences policières, des jeunes qui se faisaient taper. Donc comment on peut en arriver là, en fait? C'est la question qui peut m'interpeller. Donc, comme tu disais, en général, quand on devient policier, c'est par vocation, c'est qu'on veut être utile. Mais donc, on peut s'en retrouver là? Ben, on peut se retrouver là par rapport à, comme je t'ai dit, le problème c'est qu'il y a aussi certaines réalités qui sont présentes dans notre métier, à savoir le manque d'effectifs, le manque de moyens. Euh, des fois, comme je t'ai dit, il faut pas oublier que t'as une forme de surmenage aussi, une forme de surmenage. Et t'en as certains aussi qui, euh, qui ont, on va dire, il y a une certaine contextualisation aussi de l'intervention. Tu as des personnes qui vont être dans la notion d'affrontement avec forcément les jeunes sans pouvoir autant parler avec eux. Et malheureusement, c'est comme ça, quoi. Tu peux pas, en fait, avoir comment te dire, chaque policier, en fait, est différent, tu vois. Chaque intervention est différente. Après, nous, on a des devoirs. Tu vois, on a le code de déontologie qui nous dit, voilà, tu dois pas faire, tu dois agir ainsi. Tu as des qualités qui sont prépondérantes dans notre métier, et tu es obligé de te les imposer à toi-même, en fait. Après, comme je t'ai dit, le problème, c'est, moi, je te donne le cas, par exemple, de là où je travaille. Des fois, tu enchaînes intervention sur intervention. Du fait, par exemple, de certaines communes qui n'ont pas forcément d'effectifs,
Donc, tu enchaînes les interventions des communes voisines, plus les interventions de ta commune à toi. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu vois, tu peux commencer par des violences conjugales, enchaîner avec une rixe sur la VP, puis après un vol, terminer par on va dire, je sais pas moi, des violences urbaines. Et des fois, en fait, tu as cette notion de surmenage aussi qui doit être prise en compte. Même si, comme je t'ai dit, les violences, lorsqu'elles sont faites par un fonctionnaire de police, elles sont aggravées. Elles sont aggravées et on n'a pas le droit, en fait, à l'erreur. Nous, en tant que policiers, on est responsable, justement, on est responsable des citoyens et on se doit de, justement, de montrer l'exemple. On doit avoir, on va dire, cette notion de self-control, de, comment dire, on doit faire attention à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on dit, à tout ce que, parce que justement, l'utilisation justement, l'avancée des avancées technologiques sont là pour justement donner la possibilité aux gens de nous filmer, de montrer ce qu'on fait. Et il y a aucune loi qui interdit justement de filmer un policier sur la voie publique. Après, la diffusion, elle, est interdite à part si elle est dans le but on va dire, de tendre à la manifestation de la vérité. Tu vois, par exemple, dans une procédure X ou Y. Sinon, après, le fait de diffuser la vidéo d'un policier sur les réseaux sociaux, sans que ce policier-là ait fait quoi que ce soit qui soit, on va dire, de nature à porter atteinte à l'institution policière, derrière, c'est réprimable. Mais sinon, si c'est dans le cas, par exemple, de violences policières ou de comportements qui vont à l'encontre de l'institution, derrière, c'est quelque chose qui va être, par exemple, faire l'objet d'une enquête IGPN. Derrière, on va auditionner les différents acteurs et voilà. Et il y a une question plus précise, justement, qui dit, moi, c'est surtout les arrestations musclées et cette pratique du MMA sur les jeunes des banlieues que je pointe. Pourquoi ne pas simplement menotter à deux la personne et la mettre dans une voiture direction la garde à vue? Comme je t'ai dit, moi personnellement, au niveau de l'approche de l'interpellation, chaque interpellation est différente. Chaque interpellation est différente. Après, au niveau du menottage, pour procéder à un menottage, faut vraiment être minimum deux fonctionnaires, un qui assure, on va dire, le contrôle de la personne et l'autre qui procède au menottage. Une forme de violence, ça doit être légitimée. Si on fait, on va dire, preuve de violence, on va dire, on va pas dire violence, c'est assez fort comme, mais on va dire de l'emploi de la coercition. Si on doit employer la coercition, il faut pas que ça aille justement jusqu'au stade de la violence. Il faut que ça soit dans le but de maîtriser la personne et non pas de lui porter atteinte physiquement. Et donc, ça nécessite accessoirement justement la présence d'un fonctionnaire qui puisse contrôler la personne, un autre qui la menotte, et derrière l'amener devant l'officier de police judiciaire pour qu'elle puisse répondre de ces Et donc, ce faits-là. que tu dis, c'est que si vous mettez plus de force ou plus de personnes pour noter une personne, c'est que la personne s'est débattue ou Oui, après, enfin, généralement, un menottage, ça se passe deux personnes, ça suffit ça sert à rien d'être à 15 sur une seule personne, quoi. Deux, trois personnes. Après, tout dépend du gabarit, de la corpulence de la personne, tu vois. Mais ouais, généralement, deux personnes, ça suffit sur quelqu'un, quoi. Et il y avait une question. Donc, on parle de violence policière, mais les policiers aussi sont victimes d'agressions. N'est-il pas plus dangereux d'être policier aujourd'hui? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et, justement, on devient des cibles à part entière, avec justement faut pas oublier que la haine, elle monte de part et d'autre et que on l'a vu au travers des différents mouvements sociaux cette année. La haine du policier, elle a fait que croître de manière exponentielle et c'est devenu très, très, très dangereux de devenir policier de nos jours. Ouais. Et moi, donc une question plus personnelle. Donc, tu disais que malheureusement, il pouvait y avoir des comportements qui sont à réprimer dans la police. Et vous, entre Mm. vous, comment vous le vivez? Si tu as un collègue justement qui agit mal, tu apprends que enfin, un tel collègue ou quelqu'un du commissariat agit mal, ça doit être une situation compliquée à vivre parce que d'un côté,
On se dit c'est pas bien ce qu'il a fait, il ternit l'image de la police, donc on veut agir, mais d'un autre côté, on se dit voilà, c'est un collègue, on peut être tenté de le défendre et de le protéger aussi. Donc comment vous vivez ces situations? Ben, le problème, c'est que tu peux pas, quand t'es fonctionnaire de police, tu peux pas te permettre de légitimer certains agissements. Après, comme je t'ai dit, il y a aussi, tu peux pas faire une généralité. Il y a différentes sortes de choses que moi, j'ai déjà pris une plainte contre des collègues qui ont mal agi et derrière, c'est mon devoir. Il y a des instructions au niveau hiérarchique qui disent que tous les fonctionnaires, quel que soit le commissariat, t'es pas obligé d'aller au 30 rue Hénard à l'IGPN pour aller déposer plainte. Si derrière il y a quelque chose qui va à l'encontre justement du métier et qui est de nature à porter atteinte, que ce soit de manière administrative ou judiciaire au métier, eh bien derrière si c'est administratif, c'est par le volet IGPN, donc tu es obligé de passer soit par la plateforme IGPN, soit d'aller directement là-bas déposer plainte. Sinon, si c'est de nature judiciaire, tu déposes plainte dans un commissariat et les fonctionnaires sont obligés de prendre ta Mais, plainte. est-ce que c'est pas mal vu de faire ça, de dénoncer C'est pas possible. Après, tu te mets des gens à dos, hein. Tu te mets des gens à dos, mais bon, à un moment donné, t'es, t'es flic, t'es pas voyou, ouais. quoi. Donc toi, t'es plutôt optimiste et tu penses que de plus en plus les policiers vont dire d'arrêter à leurs collègues et ne vont pas hésiter à dénoncer? Ça engage que moi, tu vois. Ça engage que moi, mais je sais que c'est le propre de chacun. Chacun sait ce qu'il doit faire. Après, le problème, c'est que faut pas oublier que nous, on est restreint aussi par beaucoup d'obligations, que certains veulent redescendre, par exemple, en province, que d'autres veulent une avancée au niveau du grade. Donc, il y en a beaucoup qui veulent pas parler justement par rapport à ça, tu vois. Éviter les problèmes parce qu'il peut y avoir des retombées, des conséquences. On va dire, il y a une omerta, quoi. Il y a une omerta. Good, ok. Merci de ton honnêteté. Ah, c'est carré. Et il y a une autre question. Je pense que les médias contribuent à cette image de attention, en banlieue, c'est comme ça. Est-ce que tu penses que ça joue à cause de ça aussi? Bien sûr, les médias ils ont leur rôle à jouer aussi. Moi, je te donne le cas, par exemple, des contrôles pendant le Covid. Quand j'en parlais tout à l'heure avec un ami, on me disait oui, il y a énormément de contrôles dans les quartiers. Oui, il y a énormément de contrôles, mais c'est la même personne que tu recontrôles en fait à chaque fois. C'est pas des contrôles différents. C'est vraiment des personnes qui sont là justement pour ne pas respecter le confinement. Et c'est sûr que quand tu prends on va dire au niveau du ratio par rapport je te donne le cas du 16e. Le 16e, j'y suis allé, j'habite pas loin. Je suis désolé. À un moment donné, le confinement, il était pas respecté dans le 16e, mais encore pire qu'en banlieue. C'était les gens faisaient leur vie comme bon leur semble. Il y avait des gens qui circulaient comme si, enfin, t'allais dans le 16e, t'avais pas l'impression que tu étais en mode confinement, quoi. Alors que quand tu allais, par exemple, en banlieue, il y avait un peu moins de personnes. Après, c'était vachement centré au niveau des commerces, tu vois. Mais sinon, ouais, tu contrôlais tout le temps les mêmes personnes, quoi. Et quand tu regardais les contrôles qui étaient faits en banlieue, oui, certes, il y avait beaucoup plus de contrôles, mais c'était des contrôles sur les mêmes personnes. Euh, Donc, en soi, oui, il y avait des contrôles, il y avait beaucoup plus de contrôles en banlieue qu'à Paris. Après, à Paris, c'est des gens qui transitent aussi. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc, les chiffres, en soi, tu leur fais dire ce que tu veux. euh, Et c'est ce qu'ils ont fait, justement, les médias par rapport à ça, c'est qu'ils, derrière, ils ont fait dire que, il y avait au niveau des banlieues, il y avait énormément de contrôles. Oui, il y a énormément de contrôles, mais c'est les mêmes personnes que tu contrôles. C'est pas les personnes qui, à Paris, t'as déjà un mec qui habite le 17e, il se fait contrôler dans le 18e, mais ça sera le 18e qui prendra, en fait. euh, Alors que le mec, il habite dans le 17e. Et c'est pareil, en banlieue, un mec par exemple, qui habite, je sais pas moi, en banlieue, qui arrive sur Paris, derrière, il se fera contrôler sur Paris, et ça arrivait très peu de fois. Les gens ouais, étaient que de passage, en fait, à Paris. Et t'avais énormément de personnes. Et le problème, c'est que quand t'as énormément de personnes, t'as des fois un, deux, trois véhicules, et tu peux pas, malheureusement, t'arrêter, à tous les coins de rue et procéder au contrôle, en fait. ouais. Ah, mais juste, là, ça fait presque une heure, c'est passé vite, ça va couper. Euh, Hum, et du coup, je hum, vais relancer le live et du coup, je te reprends tout de suite après pour hum. continuer les questions. Parce que Ok. bah,
Ok, pas de Ça souci. intéresse les gens parce enfin, il me semble que tu les vois aussi. Il y a plein de questions qui apparaissent. Donc ça va couper. Moi, je les vois pas toutes. Je Et les vois donc pas pour toutes les toutes. personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à reposer vos questions que je n'ai pas encore posées. Là, ça va couper. On reprend tout de suite après le live et on est reparti. Donc bonjour. Je vous rappelle, les lives Instagram ne durent qu'une heure. Donc la vidéo, s'arrête automatiquement au bout d'une heure. Et donc nous allons continuer avec Ahmed dès qu'il se connecte. Donc comme je le disais, les questions qui n'ont pas encore été posées, n'hésitez pas à les réécrire. Je n'ai sûrement pas tout vu. Voilà. Ouais, Donc, comme je le disais, au bout d'une heure, ça coupe automatiquement. Et moi, ouais, j'avais pas un de petit souci. signe, ça allait bientôt couper. Ouais. Je me rappelle de deux questions. La première était celle de Moussa, il me semble, qui s'est connecté, qui demandait quel est ton avis sur l'affaire Adama Traoré. Malheureusement, le problème, c'est que c'est une enquête sur laquelle tu peux pas, comment dire, on n'a pas, en fait, j'ai pas eu tous les éléments en main, tu vois. Il y a des choses, en fait, si je prends, comment te dire, si je prends, je peux pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, tu vois. Que ce soit pour la famille d'Adama Traoré ou pour les gendarmes. Le problème, en fait, c'est que c'est une affaire qui est en cours et que Ouais, j'ai pas les éléments, j'ai pas le procès verbal d'interpellation, j'ai pas, tu vois, ouais, c'est quelque chose sur lequel tu peux, en tant que policier, ce serait une faute grave, t'imagines, d'émettre on va dire, un avis sur ça, quoi. d'ailleurs, il y a Après, Fadila qui est avocate qui précise la Traoré est en cours d'instruction et je ne pense pas que mm, je puisse répondre. Je pense que vous et avez ouais, c'est ça, un devoir de réserve aussi qui doit être respecté dans ce genre de situation. exactement, exactement. Et il y avait une question aussi d'une personne qui disait pourquoi les mairies, les municipalités et autres n'organisent pas des rencontres entre les jeunes et les policiers ou des choses comme ça pour que l'image de la police soit restaurée. Ben, le truc, c'est qu'il faudrait déjà qu'il y ait des acteurs de part et d'autre qui le fassent savoir. Moi, je sais qu'au travers de l'association, lorsqu'on me sollicite pour divers, on va dire, interventions ou autres, je suis tout de suite partant et je sais que il faut que j'ai des collègues aussi qui pourraient être partants. Après, il faut qu'il y ait ces initiatives-là, elles soient faites par les différents les acteurs sociaux, que ce soit les milieux associatifs ou autres. Et on n'est pas contre. Hein. On est en 2016, je crois, ouais, 2016. On avait fait un match avec Lilian Thuram. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y a 20 ans, Ouais, ouais, presque 20 ans, on avait fait ce même match-là à Toulouse, policier contre jeunes. d'accord. Et donc, tu voyais dans dans les policiers, tu avais, on va dire, c'est- tous les policiers étaient, on va dire, des mecs typés européens, les mecs des quartiers étaient, on va dire, les citoyens, parce que c'était les citoyens qui étaient à ce moment-là, c'était des rebeux, des renois. Et ben, on a fait 20 ans après, on a fait ce match-là. Et Lilian Thuram, il s'est dit quoi? Je vais me mettre du côté comment dire, on va dire des citoyens. Ouais. Je vais être avec des Renois, des Rebeux, ça va jouer le ballon. Eh ben, manque de chance, on était dans le camp d'en face. Que ça soit du gardien jusqu'à l'attaquant, il y avait, lui-même était choqué. Il a dit bon, ben, je vais faire une mi-temps avec chacun en fait. C'est là où tu vois l'évolution en fait des choses quoi. Tu vois l'évolution des choses, tu vois que la police aussi a changé et qu'on est de plus en plus à rentrer dans l'institution et à vouloir parfaire justement notre travail et faire aussi évoluer les mentalités parce que je sais que par exemple dans le commissariat où je suis, j'ai des collègues qui au niveau de l'approche
J'ai un collègue, par exemple, qui a travaillé dans le milieu de la sécurité, il a une certaine approche, il a une certaine expérience. C'est le genre de mec, tu le vois, Golgoth et tout, mais un nounours. Le mec, avec sa tchatch, il arrive à te désamorcer n'importe quelle situation, quoi. Il y a cette notion de patience. Après, malheureusement, c'est le propre de chacun. Tu peux pas dire oui, tel comment dire. On va dire, il n'y a pas de protocole de la parfaite intervention ou du parfait contrôle. Tu dois t'adapter en fonction du contexte et de la situation. Donc, ouais, bah, donc on invite toutes les personnes qui nous regardent, du coup, à te contacter toi ou Christophe, le prochain intervenant, si vous voulez Mm. organiser des rencontres entre jeunes et Mm. policiers. Du coup, on peut nous Ouais. contacter par vous et votre association pour le faire alors. Mm. Ouais, ouais, carrément, Ouais, carrément. c'est Et parfait. puis, non, franchement, on est ouvert au débat, à la discussion Donc, et on, il y a Moussa qui pose une question, mais tu as déjà répondu, donc je vais répondre. Concernant certaines dérives policières, vous est-il arrivé de devoir dénoncer un collègue qui a franchi la ligne? Donc, il me semble que tu l'as déjà fait. Est-ce que tu veux Mm. dire? Ouais, ouais. Ouais, Ouais, donc, ça a déjà été fait. Ouais. ouais, donc Moussa, on a évoqué le sujet. Donc, de toute façon, je publie toutes les parties du live, donc tu pourras le retrouver. Pourquoi contrôler plus les Noirs et les Arabes avec des coups? Bon, ça, on l'a dit aussi, on en a parlé. Un bon changement. Comment on peut faire pour avoir confiance en nouveau à la police? On est beaucoup à avoir constaté cette peur ou réticence à l'égard des policiers. Bon, après, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, mais qu'est-ce que tu en penses du coup, toi? De, Après, bon, c'est des questions auxquelles on a répondu, oui. ouais. Euh, comment, euh, comment rétablir cette confiance? Ce qui est malheureux, c'est qu'on peut constater que la police dite de proximité n'est plus vraiment présente. Ouais, bah, Moussa, pareil, Mm. on disait, C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. ouais, c'est ce qu'Ahmed disait, que c'était l'un des facteurs qui avait changé cette relation. Pourquoi pensez-vous que la gendarmerie a une meilleure image que la police auprès de l'opinion publique? Ben, la réponse, elle a été apportée juste en bas. Ouais, c'est ça, ouais. Tout est une question de démographie et tout est une question malheureusement, on va dire, la délinquance en milieu rural n'est pas la même que celle en milieu urbain. Et tu as moins de personnes en campagne que dans les villes. T'as pas les mêmes infractions. La gendarmerie a pas forcément les mêmes types d'interventions que nous. En gendarmerie, hormis dans certaines petites villes de banlieue parisienne, dans le 95 ou dans le 77, elles ont pas forcément, quand tu vas dans le sud, elles sont pas confrontées aux mêmes interventions que celles qu'on a en police nationale. Et les gendarmes, je sais que je vais me faire tuer en disant ça, mais en gros, ouais, les gendarmes, le problème, c'est ils font vachement de routiers. Ils font énormément de routiers. Ils ont des services judiciaires. Et le truc, c'est que en service judiciaire, si tu veux, ils ont pas le même type d'enquête aussi que nous. Tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Et c'est ce qu'il faut. La gendarmerie, on va dire, c'est vraiment pas le même métier que nous. Ils ont, on va dire, ils ont pas autant de métiers que nous et ils ont pas autant comment dire, ils ont pas autant de métiers que nous. Ils ont pas autant de contraintes parce que ce qu'il faut dire, c'est que par exemple en police, euh, on a l'IGPN. Je pense pas que l'IGGN soit aussi requis que nous. Nous, c'est parce qu'en fait, on est une des policiers une des polices en Europe qui est la plus contrôlée. Et justement, l'IGPN est là justement pour rappeler certains comportements, pour rappeler justement certaines dérives qu'il peut y avoir. Ça existe. Sinon, les GPN n'existeraient pas. Et je pense que c'est important de se dire que en police, on n'a pas la même délinquance en face de nous, quoi. Quand tu regardes, par exemple, je te donne un exemple, les attentats. Mhm. La plupart ont eu lieu en milieu urbain, tu vois. Et c'est pareil, les gros réseaux de stupes, c'est pareil, c'est en milieu urbain. C'est pas forcément dans la ruralité. Les braquages, c'est plus en milieu urbain. On va dire, il y a cette notion d'infraction et de critères géographiques aussi à prendre en compte. Ok. Ah, je comprends parfaitement. Et Mm. j'avais une dernière question, donc un peu une note positive. Je voudrais aussi intégrer la police nationale. Pourrais-je avoir des conseils? Donc c'est un jeune qui nous regarde.
Fais des études. Fais des études, va le maximum, va le plus loin possible. Et une fois que tu es arrivé le plus loin possible, passe au concours pour entrer commissaire ou officier. Et comme ça, au moins, on va dire, tu rentreras directement dans certains services, comme des services judiciaires directement, et tu n'auras pas besoin de passer par un commissariat parce que des fois, on va dire, certains, en fonction du lieu où tu tombes, tu peux avoir, on va dire, ça peut pas forcément correspondre à ce que toi tu attendais en fait. Moi, je sais que par exemple, quand je suis arrivé à Toulouse, je posais jamais de congé. Tu vois, j'aimais vraiment ce que je faisais. À Paris, il y a des périodes où je vais vraiment à reculons, quoi. Et ok, toi tu l'as fait après le bac, c'était ça? Ouais, je suis rentré directement, mais en fait, j'ai pas attendu. Je voulais justement m'enquérir du savoir de la base, tu vois, du métier, pour après passer les concours en interne. Donc là, je suis en préparation justement du concours d'officier de commissaire. D'accord, Mais le problème, c'est que je pense que j'aurais dû faire l'inverse, pour passer pas directement par les études. d'accord. Après, je pense que c'est un truc qu'il faut faire. Tu vois, au moins tu peux comprendre aussi la base, parce que le problème, c'est que malheureusement, les personnes qui rentrent aussi par le biais de directement du concours de commissaire n'ont pas forcément la connaissance on va dire, des réalités du terrain. C'est plus du management, de la gestion d'effectifs, la remontée d'informations via les hautes instances. C'est Et des- c'est des intermédiaires. C'est des intermédiaires, malheureusement. Et ils sont des fois coupés de ce qui se passe au niveau de la réalité du terrain. Je voulais juste répondre parce que il y a des personnes qui sont arrivées après. Il y a Mm. Banks 18 qui dit que les bons ne vont pas dénoncer le comportement odieux de leurs collègues. Et donc, comme tu viens d'arriver, je me permets de te dire qu'on en a déjà parlé avec Ahmed, qui disait que que c'était quelque chose qui se faisait, que lui-même avait déjà dénoncé des agissements de ses collègues qui ont. Après c'est minoritaire, hein. Malheureusement, c'est minoritaire, hein. Parce que, comme je t'ai dit, il y a des contraintes aussi dues, par exemple, il y a des personnes qui veulent pas de vagues. Tu vois, ils veulent pas de vagues et malheureusement, elles ont peur. Elles ont peur. Elles ont peur de certaines retombées, de ce qui peut arriver en parallèle, quoi. Et après, elles préfèrent ne rien dire. Et malheureusement, ça, tu peux le comprendre, tu vois, quand t'as je sais pas moi, quand t'as une famille, quand t'as toute une vie, il y en a certains, ils ont les mains liées, tu vois. C'est pas qu'ils ne veulent pas dire, c'est qu'ils, justement, ils ont peur. Il te reste 6 mois pour partir en province. Tu vois un truc, tu le dis pas parce que tu sais que dans 6 mois, tu vas partir. Et si tu le C'est dis, ça. c'est des problèmes. Et c'est ça, il y a plein de choses, il y a plein tu vois, de trucs comme ça. Et tu peux pas te dire, oui, voilà, je vais obligatoirement, parce que franchement, ça serait trop facile. Ce serait trop facile. Tu sais très bien ce qui peut se passer. Enfin, je te donne un cas, t'es dans la vie courante, t'as une personne qui a combien de faits. Est-ce que dans les quartiers, on va aller à l'inverse. Est-ce que dans les quartiers, tu sais que ton voisin fait quelque chose, tu vas le dénoncer. Euh, C'est pareil, c'est pareil. Il y a toujours des conséquences. euh. Et juste une dernière question avant que Christophe nous rejoigne. Euh, Hein. c'est est-ce que c'est compliqué d'être policier et musulman? Donc, il y a deux personnes qui l'ont demandé. Euh, Si c'est une question qui est trop privée pour toi, tu peux ne pas y répondre. ce que c'est compliqué. Moi, je sais que par exemple, comment te dire, ce que je crois et on va dire, ce qui se passe chez moi, tu vois, ce que je fais en dehors du travail, ça vient pas, on va dire, je vais pas imposer ma religion au travail, tu vois. Mhm. Mais par contre, ce que je fais en dehors, tu vois, ça concerne que moi. Et, euh, et justement, quand je finis, quand je lave mon uniforme, je suis comme tu l'as dit, une personne qui croit par exemple, qui croit ou qui ne croit pas. Et je pratique ma religion comme bon me semble, tu vois. Et un des articles qui est important aussi au niveau de notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'article, je crois, 10 ou 11, qui dit nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Et du moment que tu as cet article-là qui te dit ça, tu pratiques ta religion. Comme bon te semble, du moment qu'il y a, il y a rien qui va à l'encontre, d'une quelconque loi, tu vois. Et moi, je sais que j'ai vécu des choses, on va dire, on va appeler un chat un chat. Ouais, j'ai vécu des fois du racisme, des a priori, j'ai entendu des choses, tu vois. Mais bon, malheureusement, je suis désolé, t'en viens à te dire, tu peux pas, c'est comme si tu étais dans la rue, tu peux pas réprimer tout le monde, en fait. Tu vois? Tu t'arrives dans un coin où tu as 10 000 mecs qui vendent du stup, tu vas pas arrêter les 10 000 mecs, tu vois. Tu vas faire la réflexion à un, à un autre et tout, mais ouais, après, moi, je l'ai vécu. J'ai déjà eu, notamment quand j'étais en école de police. C'est pour ça que justement, je vais être franco, quand j'étais en école de police, il y a eu une fois où j'étais victime de racisme. Donc, j'ai fait remonter on va dire, ces propos-là, qui ont été diffusés à travers les réseaux sociaux. Et derrière, ça s'est retourné contre moi. Tu vois, donc on m'a plus embêté à moi, alors que c'est moi qui venais de dénoncer les faits. Et donc derrière, est-ce que ça te donne envie de vouloir dénoncer ces faits-là? Bien Ah sûr. non, non, non. Moi personnellement, j'en étais devenu dégoûté. C'est pour ça qu'après, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des choses que tu peux dénoncer et d'autres que tu dénonceras pas. Et à un moment donné, quand ça devient grave, tu es obligé de les dénoncer. T'es flic, tu vois. Mais à un moment donné, tu vois, quand tu entends une personne tenir des propos racistes ou autres, à un moment donné, je vais la dénoncer, il va m'arriver la même chose que ce qui m'arrive en école. En tout Et cas, ouais, le racisme, j'en ai déjà vécu et ça existe, toi. Ça existe, comme partout. Ahmed, merci beaucoup Ah, euh, de rien. pour ta sincérité, enfin déjà pour avoir accepté de participer à ça, pour ta sincérité, pour ton honnêteté. Tu as Mm, répondu à toutes les questions, tu as fait preuve de nuance dans tes réponses. Et mm. c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance de parler justement avec des officiers de police, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et le message, enfin, et voilà, je tiens à préciser pour certaines personnes, c'est pas toujours facile de parler durant un live, parce que là, pour le coup, voilà, c'est un live, faut Mm. répondre directement comme ça, c'est pas vraiment préparé. Donc, c'est pas, selon les personnes, c'est plus ou moins compliqué en plus. Et le message donc que j'aimerais vraiment faire passer, c'est que tu es partant pour rencontrer les jeunes, pour participer à des Ouais, carrément. Carrément, carrément. personnes qui veulent être constructives, qui ont des idées pour améliorer les relations entre la police et les citoyens peuvent te contacter via ton Instagram ou Il n'y a pas Chris. de problème, avec grand plaisir. Voilà. Donc c'est le message qu'on passe pour cette fin de live. Merci. Merci Merci à à toi, Mehmet. et ne quittez pas, il y a Christophe qui nous rejoint juste après. Je dis à bientôt. Ciao. Donc tout de suite, on va continuer avec Christophe, comme je l'annonçais sur Instagram, ajouté. Bonsoir Christophe, Bonsoir, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, merci. Donc Bon, j'ai écouté Ahmed, c'était très bien? super, bah, je voyais tes commentaires et tu répondais aussi en commentaire, c'était super. Donc, Très bien. Christophe, donc, comme avec Ahmed, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bien sûr. Christophe, j'ai 44 ans. Je suis fonctionnaire de police, donc j'ai fait 20 ans dans la police. Donc je suis rentré à peu près à 20, 21 ans, 22 ans, comme gardien de la paix. Et je suis maintenant détaché au ministère de la Justice, donc depuis maintenant à peu près 18 mois. Et à côté de ça, je suis président d'une association dont Ahmed fait partie et j'en suis très fier. Je le remercie encore une fois. Ce qu'il fait, c'est pas facile non plus. Président d'une association qui s'appelle l'ACPJ, l'Agora des citoyens de la police et de la justice. Et au sein de cette association, on essaie de mettre en contact justement les personnes qui ont envie de discuter avec des policiers. Et nous, on vient effectivement avec des policiers, voire des magistrats, pour essayer justement de nouer ce dialogue. Vous en avez parlé longuement tout à l'heure, dialogue qui fait un petit peu défaut un petit peu partout. Donc, on essaie de faire ça, de faire un petit peu bouger les lignes. Donc voilà, toi, tu as donc 15 ans de police derrière toi, tu as fait la PJ, c'est ça? Et donc maintenant, tu as... Voilà, j'ai 20 ans de police, dont 15 passés en PJ, c'est ça. Donc voilà, un profil un peu différent d'Ahmed. Et donc c'est pour ça aussi Exactement, tout à fait. tout l'intérêt aussi de ta présence sur ce live. Voilà, exactement. Pour être le plus complet possible.
Voilà, exactement. Donc, voilà, comme je le disais tout à l'heure, donc j'ai eu des questions en amont que des personnes m'ont déjà demandé sur Instagram, plus les questions qui sont en live. Donc, je vais commencer par les questions en amont. Donc, vu que toi, tu as 20 ans de police, entre tes débuts de carrière et maintenant, quelle évolution tu constates dans ton métier, violence de la société, moyens mis en place? Alors moi, je suis rentré dans la police donc fin des années 90. C'était la police de proximité dont vous avez parlé tout à l'heure. Et je le dis d'autant plus facilement que j'étais contre cette police de proximité quand j'étais jeune policier. Pourquoi j'étais contre? Parce que exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on prenait des policiers dans un service et on en faisait un service de proximité. C'est-à-dire qu'on déshabillait des services de police pour en créer d'autres. Alors que ce qu'il faudrait faire pour la police de proximité, c'est créer de nouveaux services. En plus, ça doit venir compléter le schéma. Voire le reste de la police doit s'organiser autour de cette police de proximité. Donc, j'ai commencé par 6 ans en commissariat. Après, je suis passé en police judiciaire. Ça permet de prendre un petit peu de recul, le fait de se spécialiser un petit peu. Et malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, en fait. Parce que j'ai travaillé, donc j'étais pendant 6 ans à Asnières, donc dans les Hauts-de-Seine. Et je vois aujourd'hui les mêmes difficultés de relationnel entre les jeunes et la police qu'il y avait il y a 20 ans. Donc finalement, vous en avez parlé tout à l'heure du film Les Misérables. Il y a 20 ans, c'était la haine. En fait, le constat est là, en fait. Hein, on a toujours les mêmes problèmes. Ok. Et ok, le constat est pareil, voilà. Et donc, quelles seraient les solutions que toi tu pourrais préconiser? Bah, c'est cette police de proximité, c'est déjà de la développer. Tu parlais de la PSQ tout à l'heure, la police de sécurité au quotidien. Malheureusement, aujourd'hui, on sait qu'elle a été développée dans certaines villes, certains quartiers, mais il n'y a toujours pas de doctrine d'emploi finalement très claire. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire, comment est-ce qu'elle va être formée. Est-ce que ce sont des policiers spécifiquement formés qui y vont? Est-ce qu'ils sont volontaires pour faire ça? Tout ça, ça n'est pas fait. Aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que la police de sécurité au quotidien, on a pris les policiers qui intervenaient hier dans ces quartiers et on leur a dit aujourd'hui, vous êtes PSQ. C'est exactement ce qu'expliquait Ahmed. On a changé juste les logos, en fait, et les missions n'ont pas changé. La PSQ, je pense que c'est aussi et avant tout une police de contact. Elle est au contact des citoyens, de la cité, du quartier, discuter avec les commerçants, avec les associations, apprendre à connaître, à se fondre dans le quartier. Et ça, aujourd'hui, on ne le fait pas, on ne le fait plus. Alors, faut pas être dans le monde des bisounours, ça va pas se faire en 2 jours parce qu'il y a des quartiers où les difficultés sont réelles et ça va être difficile de s'implanter. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune initiative qui est faite pour ça. Donc aujourd'hui, on a toujours une policier qui fait que de la répression dans les quartiers. Et on a un peu oublié le volet préventif de cette police. Et donc, il y a une question là en live qui dit qu'on n'arrive pas à communiquer avec la police. Est-ce que vous avez une formation communication, dialogue? Et non. Malheureusement, non. Hein. L'école de police, ça se fait à peu près sur 1 an. Ça dure la formation. 1 an dans lesquels on fait une partie théorique qu'on apprend en école et une partie en stage pour justement un petit peu s'imprégner de l'ambiance, des interventions, etc. Et on apprend beaucoup. Il y a beaucoup de choses à apprendre quand même quand on rentre dans la police. C'est le droit déjà. Hein, quels sont nos droits, quels sont nos devoirs. L'organisation de la police, évidemment, de la justice. Et il y a aussi à côté le volet sport, le volet self-défense, parce qu'on apprend aussi à se défendre, à devoir interpeller, à devoir gérer des situations. Donc, il y a un volet un petit peu psychologique dans certaines situations qu'on apprend. Mais malheureusement, non, on n'apprend pas. Je pense qu'on n'apprend pas suffisamment le contact encore. Ça progresse. Je le vois pour avoir été dans une école de police il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il y a un volet psychologique, notamment par exemple sur les violences faites aux femmes. On apprend déjà effectivement comment aborder ces thématiques-là, ou même sur les contrôles d'identité. Vous en parliez encore tout à l'heure. On apprend aussi aux policiers maintenant qu'est-ce que c'est que d'être contrôlé, se mettre à la place de la personne qui est contrôlée. Donc ça évolue quand même. Peut-être qu'on peut dire pas assez vite. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire, mais ça évolue. Parce que moi, à l'époque, il y a 20 ans, ça n'existait pas, ça. Okay. Donc, donc, en 20 ans, il y a eu une évolution de la formation à l'école de police. Ça évolue, oui, tout à fait. Mais ça évolue. La police est un monde qui évolue tout le temps, de toute façon, hein, de manière générale. Elle évolue avec la société. Donc, la formation a évolué. Je pense que aujourd'hui, malheureusement, on va la raccourcir, la formation, en fait. Elle va passer, je crois, à 10 mois, quelque chose comme ça. Il manque des choses. Il manque énormément de choses. De la connaissance, notamment, de l'environnement de la police, de toutes les structures qui sont autour de la police. Je pense qu'on a tendance un petit peu à se refermer sur nous-mêmes, en fait, à n'apprendre que
ce qui se passe dans la police. Les policiers n'apprennent pas, par exemple, ce que c'est que l'application des peines, l'organisation de la justice. On n'apprend pas suffisamment des choses comme ça. Donc il y a plein de choses autour qu'on n'apprend pas assez, qu'on n'approfondit pas assez, et ça crée justement derrière, ça cristallise peut-être des petites problématiques. Parce que là, enfin, quand je lis un peu les commentaires, il y a quelque chose qui apparaît un peu, c'est cette image de cow-boy qu'on peut avoir de la police. Est-ce que, enfin, pour toi, d'où ça vient ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Bon, je suppose, enfin, on en a déjà parlé un petit peu, hein, mais enfin, il y a le terme de cow-boy qui apparaît beaucoup dans le live. Ce sont des termes qu'on utilise souvent, je pense, notamment pour les bacs, par exemple. Ouais. Je pense que globalement, c'est l'approche qu'on doit changer un petit peu. C'est pas forcément les textes qu'on doit changer, mais je pense que c'est un avis personnel, mais je crois qu'on doit surtout retrouver ce dialogue, justement, ne pas arriver sur une histoire de conquête de terrain, en fait, dans le quartier, où on va se dire que c'est une guerre. Effectivement, les policiers essayent de garder le quartier, les jeunes, potentiellement, certains trafiquants essaient de le garder aussi, et on se livre à une guerre sur le terrain, en fait, celui qui va gagner. Et donc, le policier qui arrive comme un cow-boy, justement, en disant c'est mon terrain, je vais rien lâcher. Je pense qu'il faut essayer d'arrêter un petit peu avec ce côté-là, et essayer d'arriver, justement, c'est l'intérêt de la police de proximité, c'est d'arriver à savoir dans un quartier quels sont les jeunes qui sont des délinquants, qui trafiquent, et lesquels sont là juste parce qu'ils y habitent, en fait, et parce que leurs familles sont là. Et ce travail, on le fait plus assez, en fait. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et plus on connaîtra les quartiers, et plus on arrivera à cibler les personnes qui posent réellement problème dans ces quartiers. Ok, très bien, merci. Il y avait une autre question du coup. Est-ce que la police reçoit des directives de la part des maires des communes? Alors, oui et non. Le chef de la police, ça reste le commissaire de police. Pour autant, le commissaire de police, lui, a des contacts avec les élus locaux. Tu en sais probablement un petit peu quelque chose. Que ce soit le député ou le maire, le commissaire a des contacts fréquents. Donc, quand le maire de la police a des difficultés, dans certains quartiers, s'il constate effectivement que, par exemple, il y a beaucoup de vols dans certains quartiers, il va en faire part au commissaire de police, lequel va faire redescendre des instructions pour effectivement peut-être appuyer les contrôles dans un quartier ou une présence en tout cas policière. Donc il y a des contacts entre la mairie et le commissariat, mais c'est pas directement le maire qui donne les instructions aux policiers. Ok. Et d'ailleurs, je précise aussi que le maire, il a parfois, selon les communes, une police municipale. Là, par contre, effectivement, il y a en général, c'est un chef de police municipale, donc c'est lui la hiérarchie. Mais du coup, cette police municipale a beaucoup plus vocation à écouter effectivement ce que lui dit le maire qu'une police nationale, par exemple. Et du coup, plus pour rappeler aux personnes qui nous regardent, la différence entre la police nationale et la municipale, qu'est-ce qu'elle est en gros? La police nationale, donc, elle est employée par l'État. Hein, on dépend du ministère de l'Intérieur. Et c'est une police étatique, on appelle ça, donc c'est-à-dire que c'est la même sur tout le territoire. Sur tout le territoire, vous avez la police nationale d'un côté qui gère les grandes villes, les grands centres urbains, et la gendarmerie qui gère plus un petit peu les campagnes ou les périurbains. Et ensuite, à côté de ça, vous avez une troisième force qui s'est développée, ce sont les polices municipales. Et là, effectivement, ces polices municipales, elles dépendent chacune de la mairie qui les emploie. Ok, super, merci. Et tout à l'heure, on a parlé de mesures disciplinaires et donc d'IGPN. Donc j'avais vu qu'il y avait eu des propositions de réformer l'IGPN parce que c'était, en gros, ce qu'on reproche à l'IGPN, c'est des policiers qui peuvent juger des policiers. Donc on dit un peu qu'ils sont jugés partis, qui se protègent. Toi, donc maintenant, qui fait de la police, qui a fait de la PJ, qui est détaché au ministère de l'Intérieur, de la Justice, pardon. Toi, comment tu vois ça de ton expérience? Alors, plein de choses déjà. Tu dis, toi, les policiers jugent des policiers. L'IGPN ne juge personne. L'IGPN, elle enquête, soit administrativement, c'est-à-dire que lorsque le policier a fait une faute de déontologie, par exemple, s'il a porté atteinte à l'image de son métier, s'il a fait des choses qui sont interdites, je ne parle pas du côté pénal, ça ce sera judiciaire, mais donc l'enquête administrative, l'IGPN fait son enquête et elle soumet ensuite le résultat de son enquête et elle propose une sanction ou pas au directeur d'emploi du policier. C'est lui qui va décider de la sanction. D'accord? Ensuite, lorsqu'il y a potentiellement une infraction pénale, l'IGPN fait une enquête judiciaire à ce moment-là, et là, elle rencontre au magistrat, au procureur de la République. Elle fait son enquête, le procureur de la République suit cette enquête, et à ce moment-là, c'est l'IGPN rend compte donc à ce procureur, et c'est le procureur qui décidera ou non d'une poursuite.
Donc, à aucun moment, l'IGPN décide de classer une enquête, de faire des choses comme ça. C'est vraiment, à chaque fois, elle est soumise soit à une hiérarchie au niveau police, soit à une hiérarchie judiciaire. Ok. Mais la problématique, du coup, elle reste un peu la même, non? Parce que c'est la police qui fait l'enquête sur la police. Oui, mais derrière, elle est contrôlée par un magistrat. C'est-à-dire, si le magistrat il constate que l'enquête elle est mal faite, à mon avis, il va peut-être pas laisser faire les choses non plus. Il va dire, mais là, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous n'avez pas entendu telle personne? Pourquoi vous n'avez pas relevé tel et tel élément, etc. Donc, le magistrat, il contrôle sa procédure. Il y a ça aussi. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que je pense qu'on ne coupera pas un débat sur les GPN. Effectivement, on se dit, aujourd'hui, ce sont donc des policiers, des enquêteurs qui enquêtent sur des policiers. Bon. La première chose, si c'est pas l'IGPN qui le fait, qui est-ce qui le fera? Qui seront les enquêteurs? Enquêteurs, ça s'improvise pas. On ne devient pas enquêteur comme ça. Là, ce sont des policiers qui ont une expérience dans le judiciaire, qui vont à l'IGPN enquêter sur des policiers. D'accord? Mais ils ont une expérience judiciaire. Donc, si demain tu externalises complètement l'IGPN, c'est ce qui est proposé, par exemple, hein, c'est de dire qu'on en fasse quelque chose qui ne dépende plus du tout de la police et qui soit externalisé, qui dépende, je sais pas, moi, du Premier ministre, par exemple, ou du défenseur des droits, pardon, je sais pas. On peut imaginer plein de choses. Mais donc, qui va enquêter? Comment ils seront formés, ces gens-là? Par qui? Ensuite, je me dis, le débat, il aura lieu. Je pense qu'il aura lieu parce que le problème qu'on a aujourd'hui, surtout, je pense que c'est un manque de transparence. Il est là le problème. Un manque de transparence parce qu'effectivement, l'IGPN ne communique pas ou très peu, mais aussi, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'IGPN est un service d'enquête, je l'ai dit, mais tous les services d'enquête de France ont des difficultés de moyens, n'ont pas assez de personnel. Et l'IGPN, je pense, a exactement les mêmes problèmes que n'importe quel service d'enquête, c'est qu'elle aussi manque de personnel. Mais là, effectivement, ça doit être une décision qui vient de la police, de la direction, de renforcer l'IGPN potentiellement, et effectivement, peut-être lui donner un petit peu plus d'autonomie. Elle dépend du directeur général de la police, l'IGPN. Euh, Peut-être lui donner plus d'autonomie, mais surtout qu'elle communique plus, qu'elle soit plus transparente. Et à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas on parle des réseaux sociaux, de la police 2.0, etc. Donc il y a des comptes institutionnels maintenant sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que l'IGPN n'a pas un compte institutionnel dans lequel elle peut communiquer? C'est une question, mais il y a une partie de la réponse que je vais vous donner, c'est parce qu'elle n'a pas le droit de communiquer. Parce que le seul qui a le droit de communiquer sur une affaire judiciaire, c'est le procureur de la République. Donc peut-être qu'il faut revoir ça aussi, les règles de communication. À ce moment-là, partager un petit peu la communication entre le procureur et l'IGPN et lui donner peut-être un peu plus de droits. Ensuite, c'est sur ces statistiques aussi qu'il va falloir travailler. Je pense qu'effectivement, elle doit rendre plus lisibles ces statistiques et accessibles au public. Mais ça a commencé, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est encore pas assez. C'est pas encore assez. Il faut aller plus loin. Ok. Et ok, ça marche. Et donc, il y avait quelques questions ici, justement, qui disaient, voilà, l'impression qu'on a, c'est que à la fin de ces enquêtes IGPN, c'est que le policier ne fait que... on mute le policier sans vraiment derrière de réelles sanctions. C'est un peu l'image qu'on a de l'IGPN. Le problème, c'est l'image. Tu l'as dit, tu vois, c'est l'image qu'on a. Et c'est parce qu'on en a une image, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Et globalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que le gros problème qu'a la police, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on ne la connaît pas. On ne sait pas comment elle fonctionne. Et c'est ça qu'il faut améliorer. C'est ce qu'on essaie de faire avec la CPJ, c'est d'expliquer comment on travaille, d'expliquer ce que fait le policier, comment il le fait. Et ça, c'est peut-être au policier au quotidien de le faire, d'expliquer ses interventions, pourquoi il intervient. Ahmed l'a très bien expliqué tout à l'heure. Je contrôle une personne, je lui explique pourquoi je la contrôle. On n'a pas l'obligation de le faire, mais je trouve que c'est pas mal en fait. Du coup, ça engage un dialogue, ça permet aux personnes de se comprendre. Et c'est ça qu'on manque aujourd'hui en fait, c'est on ne se comprend plus. Et aujourd'hui, donc, on a l'impression que le gars va être muté. C'est pas vrai. Pour avoir été policier, je peux te dire que l'IGPN c'est une vraie crainte des policiers. C'est pas du tout un bon moment d'aller à l'IGPN. Il y a nombre de policiers qui vont à l'IGPN, mais qui sont parfois dénoncés pour rien aussi. Et ça, il y en a énormément aussi. Donc, c'est à chaque fois une inquiétude. Quand un policier va à l'IGPN, il risque quoi? Il risque son job finalement. Il risque son job, il risque le lendemain d'être au chômage potentiellement. Après, il y a une responsabilité du métier, hein. Faut pas se cacher non plus. Mais il risque son job et il risque aussi du coup, il met en péril quelque part sa famille. Donc c'est une vraie crainte quand même de pas faire de conneries. Dire que les flics font ce qu'ils veulent, c'est pas vrai non plus. Ok. Donc il y a une question pour ou contre l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les quartiers.
Alors, je crois que pour l'instant, on n'est pas prêt par rapport à ça. Je pense qu'on développe déjà les caméras de vidéosurveillance. On a eu le même débat il y a 10-15 ans sur les caméras. Ça n'a pas de vocation à être préventif. Par contre, les caméras aident les enquêtes, mais en termes de prévention, ça sert à rien. Maintenant, la reconnaissance faciale, pour le moment, je t'avoue que j'y suis pas favorable. Je pense pas qu'on soit prêt. Je pense qu'on a autre chose à développer avant de développer la reconnaissance faciale. Ok, super. Donc, il y a Moussa qui demande est-ce qu'on peut pas incorporer des personnes autres que des policiers dans les GPN? Mais il me semble que tu disais qu'il fallait être enquêteur, c'est ça? Bah, à l'IGPN, ils font des enquêtes. Donc, tu les formes comment, à quelle école, avec qui, avec. Alors après, on peut faire des textes, hein, on peut leur créer une prérogative judiciaire, ça c'est pas un problème. Mais il faut les former quelque part. Donc, tu vas mettre des jeunes, des personnes qui n'ont absolument aucun sens de l'enquête, qui n'ont jamais fait d'enquête. Tu vas tout de suite leur demander de faire des enquêtes sur des policiers qui eux-mêmes sont déjà accoutumés à faire des enquêtes. L'avantage qu'ont les policiers de l'IGPN, c'est qu'ils sont policiers et qu'ils connaissent potentiellement les travers qu'il peut y avoir. Donc ils savent où chercher, comment chercher et quelles questions poser. Et ça, c'est une expérience qu'ils ont parce qu'ils eux-mêmes étaient policiers, ils l'ont vécu. Donc si demain tu dis à une personne lambda, tu es de l'IGPN mais tu n'as jamais été enquêteur de ta vie, ça va être, à mon sens, ça peut être très compliqué. Maintenant, on peut se poser la question, peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose d'intermédiaire et mettre, par exemple, un magistrat à la tête de l'IGPN. C'est quelque chose qui se fait, par exemple, le chef des douanes, c'est un magistrat. Donc peut-être qu'on pourrait essayer d'avoir quelque chose comme ça, de trouver une solution intermédiaire. Ça se discute. Voilà, mais on n'aura pas. Il faut aller avoir le débat. Il faut le mettre sur la place publique, le débat. Mettons tout sur la table, on réfléchit et on voit ce qui est le mieux. Ok. Et il y a une question aussi qui était demandée par Fatih. Est-ce qu'il y a une prime sur les amendes? Non. Non, et je peux te dire que s'il y avait une prime pour les amendes, j'en aurais fait beaucoup plus dans ma carrière quand même. Je serais même pas allé en police judiciaire, je serais resté en sécurité publique et j'aurais fait que ça toute la journée. Non, plus sérieusement, je déconne, mais non, il n'y a absolument aucune contravention. Par contre, ce qui existe dans la police, c'est qu'à un moment donné, ça a été créé il y a une petite dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle les primes de résultats. Les primes de résultats, c'est le chef qui évalue le résultat à la fois des personnes et potentiellement de certains groupes et qui va donner une certaine prime à une activité. Maintenant, quand tu as un service de police qui ne fait que du contrôle routier, par exemple, potentiellement une partie de ce résultat, on va la juger effectivement par rapport au nombre de contraventions. Ça peut pas être tout, c'est pas que ça, mais en tout cas, potentiellement, on va prendre en compte, au moins dans une certaine mesure, le nombre de contraventions. Moi, à l'époque, quand j'étais en commissariat, j'ai commencé dans la fin des années 90, on nous demandait effectivement tous les mois un certain nombre de contraventions. Donc c'est pas le policier qui prend plaisir à faire des contraventions, c'est pas non plus qu'il gagne quelque chose par rapport à ça, mais potentiellement la hiérarchie peut demander un certain nombre de contraventions. C'est ce qu'on appelle la politique du chiffre. Donc on en a beaucoup parlé dans les dernières années. Peut-être qu'elle tend un petit peu à se réduire un petit peu, mais c'est pas certain. Mais en tout cas, pas d'argent pour les policiers. Ok. Bon, il y a une question qu'on a déjà parlé, on a déjà parlé avec Ahmed, mais on la repose. Que pensez-vous des jeunes policiers de province que l'on jette dans un commissariat de banlieue sans aucune formation ni appréhension du terrain? Eh ben, Ahmed, il a très bien répondu là-dessus. C'est compliqué quand tu arrives de province, effectivement, et d'être directement affecté dans un quartier dit difficile, sans que tu ne connaisses quoi que ce soit dans ce quartier, de la vie de ce quartier, de l'histoire de ce quartier, de qui habite dans ce quartier. Et ça arrive effectivement souvent. Moi, je suis arrivé, je prends toujours mon expérience, mais ça arrive un petit peu comme ça encore aujourd'hui. Je suis arrivé, moi, je suis d'Alsace à l'origine, donc très loin, dans une ville quand même où il y a des banlieues. Mais je suis arrivé à Sarcelles la première fois. Le premier hôtel dans lequel j'ai logé pendant une semaine, c'était Sarcelles. Et mon hôtel, il surplombait toute la ville. Et Sarcelles, je sais pas si tu vois comment c'est, quand tu es sur les hauteurs, tu as l'impression qu'il y a que des bars en fait partout. Et quand tu arrives de ta province, ça c'est super impressionnant quand même. Tu te dis mais qu'est-ce que je fais là en fait? Donc on n'a pas du tout du coup cette formation qui va nous aider à appréhender le terrain sur lequel on va travailler. Et ça manque beaucoup effectivement. Ça commence à se faire par exemple sur le 18e arrondissement à Paris. Il y a une association qui s'appelle Espoir 18 et qui a pris contact avec le commissariat. Et à chaque fois qu'il y a des jeunes qui arrivent au commissariat, l'association y va, elle va se présenter, elle va présenter ce qu'elle fait, et puis elle va parler un petit peu du 18e arrondissement. Mais ça, c'est une initiative qui n'existe que là-bas, à ma connaissance, mais c'est quelque chose qui doit être étendu, en fait, dont on doit parler un petit peu partout.
Et comme ça, on va apprendre à se connaître. Hein. On en est toujours la même chose, en fait. Se connaître. Les policiers doivent apprendre à connaître le terrain sur lequel ils vont travailler. Et les gens qui sont dans ces quartiers-là vont apprendre à connaître les policiers et à avoir des références, connaître des visages, en fait. C'était ça, la police de proximité. Et c'est compliqué. J'ai juste à Lebang 18 qui me dit c'est faux, je suis sur le 18. Je l'invite à aller voir Espoir 18 et il doit connaître des responsables locaux et on en a encore parlé ce matin. Il y avait une émission de radio et si ils font bien ça effectivement. Hein, donc si, je suis en contact avec les. Enfin bref, voilà. Et oui, donc quand il y a une initiative comme ça qui fonctionne plutôt bien, c'est compliqué de faire remonter la hiérarchie pour leur dire voilà, dans le 18e, on fait ça fonctionne bien, donc essayons de le faire autre part. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas institutionnalisé. C'est pas une obligation qu'ont les chefs de service de dire voilà, aujourd'hui, on prend contact avec les associations, à chaque fois qu'il y a des nouveaux, on va les voir. C'est parce qu'il y a un chef de service qui s'est dit tiens, c'est une bonne idée. Effectivement, Espoir 18 a démarché le chef de service. Et du coup, celui-là a dit effectivement, il faut apprendre à se connaître. Donc, ils ont mis quelque chose en place qui essaie de perdurer. Mais potentiellement, demain, le chef de service dit moi, ça m'intéresse pas. Et ben, c'est terminé. Donc, ça dépend vraiment du bon vouloir des chefs de service. C'est quelque chose qui n'est pas institutionnalisé, pardon, où on va dire au chef de service vous prenez attache avec effectivement toutes les associations de votre quartier, de votre ville, et vous apprenez, vous développez de la collaboration avec ces personnes-là. Et pour essayer d'avoir une vision plus globale aussi de ces problématiques-là, est-ce que c'est pas aussi un problème au niveau de l'État et au niveau des gouvernements? C'est-à-dire que, bon, pour schématiser, il y a un nouveau président tous les 5 ans. Donc, quand tu as un nouveau gouvernement, tu as une nouvelle doctrine, à chaque fois qu'un nouveau président, un nouveau gouvernement arrive, il promet de faire baisser la délinquance, plus de sécurité. Et forcément, j'imagine qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, une nouvelle police, nouvelle doctrine, nouvelle expérimentation, soit on baisse les moyens, soit on fait des choses comme ça. Et est-ce qu'aussi, c'est pas un peu à cause de ça à chaque fois, on change, en fait. Alors, et du coup, on n'arrive pas à avoir un vrai suivi. Et voilà. Bien sûr. Bien sûr. Alors, rétrospectivement, on va parler un petit peu de politique. Mais aujourd'hui, on a besoin de changements, effectivement, profonds dans ce rapport entre les jeunes et les citoyens. Et ces changements, ils vont mettre du temps à se faire. On est arrivé à une telle situation tendue dans certains quartiers, je l'ai dit tout à l'heure, que ça va pas changer en 3 mois, ça va pas changer en 2 ans. Donc, ça va être quelque chose, un processus qu'il va falloir lancer, mais qui va se mettre en place et qui donnera ses fruits que dans 5, 7, peut-être 10 ans. Quelque chose de très long. Et aujourd'hui, on est dans un temps politique où un président de la République est élu sur 5 ans. Et potentiellement, il veut se faire réélire dans 5 ans. Donc, pour qu'il fasse réélire, il faut qu'il ait des résultats. Sauf que, comme je te le dis, pour avoir des résultats, ça durera plus qu'un quinquennat. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre aux politiques, puisque lui, il vise souvent, je veux pas caricaturer non plus la politique, mais il vise souvent sa propre réélection, en fait. Il veut donner des résultats, c'est normal un petit peu aussi. Hein. Les citoyens attendent des résultats, donc il veut montrer aussi les résultats. Malheureusement, ceux-là, ils ne pourront pas produire leurs effets sur un temps aussi court. Donc, il y a 2 questions, dont une que je vais quand même un petit peu reformuler. Donc la première, c'est qu'est-ce qui a changé du coup avec l'arrivée de Macron, donc qui est président actuel, et est-ce qu'on peut vraiment dire que Sarkozy était le premier policier de France, vraiment le président ami des policiers? Alors, on va parler dans l'histoire. Nicolas Sarkozy, donc président de la République en 2007. Pour moi, c'était un mauvais ministre de l'Intérieur. Je ne vais pas mâcher mes mots, je vais le dire comme c'est. Parce que c'est à lui, mauvais ministre de l'Intérieur et mauvais président, en tout cas pour la police. Parce que c'est mine de rien, de par sa faute, on va le dire comme ça, que la police a perdu 5000 policiers. Voilà, sous le quinquennat Sarkozy, il y a eu 5000 policiers en moins en France, il y a eu 5000 gendarmes en moins, parce qu'on appelait la révision générale des politiques publiques. Il fallait faire des économies. Donc, on a supprimé des emplois. On a dit un fonctionnaire sur 2 ne va pas être remplacé. La police a eu exactement la même chose. Donc, on a perdu 10 000 policiers et gendarmes en l'espace de 5 ans. Donc, on lui doit ça et on l'a payé quelques années plus tard, notamment avec les attentats, des choses comme ça, parce qu'on n'avait plus assez de monde dans les services. Donc, pour moi, le constat est là. Et encore une fois, je te dis ça d'autant plus qu'à l'époque, je pouvais le soutenir. Tu vois, j'étais plutôt favorable à ce qu'il voulait faire. Mais au résultat, c'était une grosse déception et une catastrophe pour la police. C'était aussi sous Sarkozy qu'on a supprimé la police de proximité, il me semble.
Oui, c'est tout à fait lui. Hein. On se souvient, en tout cas pour ma génération, des images quand il était à Toulouse. Il était allé voir le directeur local, qui était lui, qui avait lui conceptualisé cette police de proximité, et il avait dit les policiers ne sont pas là pour jouer au foot, mais pour aller interpeller les voyous. Il avait un petit peu oublié de dire quand même, et peut-être d'imaginer, je sais pas, que le fait de faire du sport avec des jeunes et des policiers, c'est pas juste pour faire du sport et pour transpirer, mais au-delà de ça, c'est peut-être surtout un moyen de contacter en fait, de prendre contact, de discuter, d'avoir des échanges, d'amorcer des échanges et de se connaître encore une fois. Et ça, malheureusement, on a totalement occulté ce côté-là. Et du coup, pour continuer un peu avec Hollande et Macron. Voilà, pour continuer, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je ne crois pas que fondamentalement, il y ait des changements. On se dit pas, je suis policier, je me sens plus libre ou moins libre parce qu'il y a tel ou tel président. Ça, j'y crois pas du tout. Par contre, il y a des ministres de l'Intérieur qui sont plus ou moins proches des policiers. Et tu l'as dit toi-même, le ministre de l'Intérieur, premier flic de France, pour moi, c'est le premier abus, en fait. Ça ne devrait pas être ça. Le premier flic de France, pour moi, c'est soit le directeur général de la police, soit le directeur général de la gendarmerie. Ce sont eux les premiers flics de France. Le ministre, lui, c'est un homme politique. Donc, il a à être au-dessus de la mêlée. Et être au-dessus de la mêlée, ça veut dire être en capacité de féliciter les policiers quand ils font des choses très bien, mais aussi être en capacité de les critiquer. Et je pense que ce gouvernement-là, il a totalement occulté la possibilité de pouvoir les critiquer. Il en a eu tellement besoin de la police, avec tous les mouvements sociaux qu'il y a eu, qu'il s'est trouvé un petit peu, il se retrouvait un petit peu dos au mur. Et du coup, il a eu tellement besoin des policiers, notamment pour gérer ces manifestations, samedi après samedi, que ça lui a un petit peu enlevé la possibilité de la critiquer. Ok. Et donc, il y a une question aussi. Est-ce que toi, personnellement, tu as déjà assisté à une bavure policière? Non, c'est une question qu'on me pose toujours et que vous l'avez déjà posée à Ahmed tout à l'heure. Non. Par contre, j'ai déjà assisté effectivement à des collègues qui pouvaient un petit peu exagérer, qui pouvaient mal parler, des choses comme ça. Donc la première règle dans ces cas-là, c'est de discuter avec le policier, d'apaiser la situation déjà, et ensuite, en aparté, de discuter avec le collègue et de le calmer. Voilà. De bavure policière, non. J'ai moi-même jamais tiré, par exemple, jamais fait usage de mon arme. Je l'ai déjà sorti quelques fois. J'étais dans des services de police judiciaire où on avait des interpellations parfois un petit peu rugueuses, on va dire. Mais je n'ai jamais eu besoin de tirer. Okay. Donc une autre question, que penses-tu de la célèbre phrase de Sarkozy, on va les nettoyer au Karcher? Alors je vais être aussi cru que lui, ben c'est de la merde, voilà, c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on va rétablir effectivement le rapport entre les policiers, les jeunes et plus largement les citoyens. Ok. Renverser un jeune en moto est une bavure. Bon, je pense que ça fait écho à ce qui s'est passé à Villeneuve-la-Garenne. Au rodéo, effectivement. Alors j'ai pas envie de parler. Voilà. Voilà. Je parle pas d'une affaire particulière parce que je pense qu'il faut toujours faire très attention aux affaires particulières parce qu'on n'en connaît pas les tenants, les aboutissants, on n'en connaît que ce que nous rapporte la presse et ce que d'autres en disent de bouche à oreille. Et parfois ça donne beaucoup d'informations fausses. Donc il y a peu de personnes qui connaissent les faits exacts, c'est ce qui est dans la procédure. Maintenant, globalement, par rapport au rodéo, de façon générale, donc on en parle de façon générale. C'est un problème quand même dans les quartiers, les rodéos, un problème avant tout pour les gens qui y habitent. C'est quelque chose qu'on a du mal à gérer parce que souvent, effectivement, ça pose des risques. Le premier risque, c'est que le jeune, effectivement, ce sont des jeunes quand même, qui font des rodéos, risquent de renverser quelqu'un, c'est le premier risque. Et derrière, si la police engage ce qu'on appelle des chasses de ces rodéos, potentiellement, elles augmentent un petit peu le niveau de risque. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser faire les rodéos? Je suis pas sûr, parce que les citoyens en ont marre quand même. À la fois, la première gêne, c'est la gêne sonore, quand même, dans les quartiers. J'ai mon ami qui habite dans un quartier dit sensible, et je peux te dire que c'est compliqué pour elle certains soirs. Donc voilà. Par contre, ça donne pas tous les droits aux policiers, évidemment. Il s'agit pas d'aller renverser une moto. Il s'agit juste de se mettre en possibilité peut-être de pouvoir l'intercepter. Mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué. À titre d'exemple, par exemple, ça ne se fait pas du tout en France, mais je vais vous citer le cas de l'Angleterre. Les Anglais, eux, sont autorisés à toucher les motos pour les renverser. D'accord.
Voilà. Donc ça existe. Il y a des motos, il y a des vidéos qui circulent. Alors je pense que les policiers sont spécifiquement formés. Il ne s'agit pas non plus de renverser, de choquer la moto. Il s'agit juste de la toucher un petit peu pour effectivement la forcer à se coucher en fait. Que la personne perd son équilibre. Voilà. Donc, mais ça ne se fait pas en France. Hein. C'est pas autorisé en France. Maintenant, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème les rodéos. Et là encore une fois, je suis pas sûr qu'il faille laisser faire quand même ces rodéos et dire ne rien faire. Parce que encore une fois, c'est les premiers risques sont pour les habitants des quartiers en fait. Hein. C'est eux qui risquent en premier d'être renversés en plus du risque sonore. Et donc, une autre question, comment en est-on arrivé au fait d'avoir peur de la police aujourd'hui? Alors déjà, il faut pas nier ça. Il faut pas le nier, il faut le reconnaître. Il y a une partie de la population qui a peur de la police et qui n'a pas confiance. C'est une réalité. On estime la confiance dans la police à peu près à hauteur de 70% de satisfaction sur les enquêtes d'opinion qui sont faites. Deux choses. La première, c'est que c'est un petit peu inférieur par rapport à d'autres polices en Europe. Donc, il faudrait qu'on se pose la question pourquoi? Pourquoi est-ce qu'effectivement la police française est moins aimée par rapport à d'autres polices européennes? C'est une chose. Ensuite, la deuxième question, c'est de dire il y a deux solutions. Soit on se dit 70% qui nous apprécient, c'est bien 70%, c'est pas mal. Hein. Tant mieux, c'est encore la majorité. Bon, moi j'aurais plutôt tendance à me dire qu'est-ce qu'on fait en fait pour convaincre ces 30% qui restent là, qui sont pas satisfaits? Il y a un certain nombre qui seront jamais, qui nous aimeront jamais. Hein, il y a des gens, il y a les trafiquants, ceux qui vivent des trafics à longueur d'année, les gens qui n'aiment pas la police par principe, les révolutionnaires entre guillemets, ces gens-là n'aimeront jamais la police, quoi qu'on fasse par principe. Bon, il y a ces parties-là, mais je pense pas que ça représente 30% de la population. Donc moi j'ai plutôt envie d'agir sur ces gens-là, effectivement, qui ont pas confiance, qui l'avaient eu, qui l'ont peut-être un petit peu perdu et qui se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui fait que elle est rompue cette confiance? Je pense que depuis quelques années, on a un double facteur. Le premier, ça a été à mon sens l'arrivée des chaînes d'information en continu. Ces chaînes d'information en continu, elles font de l'info toute la journée. Il faut qu'elles meublent leurs informations. Et du coup, on a fait de plus en plus de faits divers. Et donc les faits divers, ben c'est ça, c'est à chaque fois parler de la police, chaque fois parler de n'importe quel incident et le médiatiser. La deuxième chose qui est arrivée, ce sont les réseaux sociaux et le téléphone portable. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui a un téléphone portable est potentiellement journaliste et va filmer un contrôle, une intervention et la balancer sur les réseaux. Et je pense que là, les gens découvrent aussi que la police, elle peut faire preuve de violence. Voilà. Alors, faut distinguer après la violence légitime et proportionnée de la violence illégitime. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une partie de la population qui découvre que la police, parfois, effectivement, c'est rugueux. Une interpellation, c'est pas forcément police, arrêtez-vous, le mec il s'arrête, tu le menottes, etc. C'est souvent le mec qui veut pas s'arrêter, donc tu es obligé d'employer certains moyens qui doivent effectivement être proportionnés. C'est là qu'il faut discuter. Mais et parfois, ils sont disproportionnés aussi. Et tout ça, en fait, les gens le voient plus. Ensuite, je pense que depuis 2 ans, faut pas se mentir, on a eu de nombreuses manifestations sociales. Quasiment dès le début du quinquennat, il y a eu donc les mouvements des Gilets jaunes. Pendant 1 an, tous les samedis en continu, on a eu des manifestations qu'on connaît avec des violences de part et d'autre, donc des manifestations très violentes. Et donc ça fait qu'à un moment donné, effectivement, semaine après semaine, on voit ces images-là, on se pose des questions, et effectivement, dans ces images-là, il y en a qui ont posé question, évidemment, il y a eu des violences illégitimes, donc forcément, tout ça porte atteinte à l'image de la police de façon générale. Ok, merci Christophe. On arrive à la fin, il nous reste 5 minutes. Moi, j'aimerais personnellement finir par une note positive. Donc, parler de ton association et ce que tu fais. Et juste rapidement, de faire ça, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, le concept aujourd'hui, c'était surtout de faire parler de policiers. Donc, un de terrain qui était Ahmed et Christophe, parce qu'il a 20 ans d'expérience, il a fait aussi de la PJ, donc il a vu plusieurs métiers de la police. Donc, c'était leur poser des questions. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées avant le live, donc j'ai mis la priorité à ces questions-là. Donc, je n'ai pas pu poser toutes les questions qui étaient pendant le live. Mais comme me disait Christophe en début, et là il va le répéter, il a une association où il organise des rencontres entre jeunes et moins jeunes aussi, je suppose, et la police.
Donc, toutes les personnes qui souhaiteraient organiser ou participer à ces rencontres peuvent très bien me contacter ou les contacter pour mettre ça en place. Parce que un live, c'est bien, mais bien sûr, voilà, ça reste du virtuel. Donc, on ne peut pas toujours interagir. Et toutes aussi les questions qui étaient, à mon sens, pas respectueuses, j'ai fait exprès de ne pas les poser. Voilà, je tiens aussi à le préciser pour certains. Donc voilà, Christophe, je te laisse conclure pour dire exactement ce que vous faites avec l'association et inviter tout le monde à y participer ou à l'organiser. D'accord. Donc, dans l'association, donc c'est la CPJ, l'Agora des citoyens de la police et de la justice. Et nous avons différents types d'adhérents déjà. Les premiers sont des citoyens qui s'intéressent aux problématiques justement de relations entre la police et les citoyens. La deuxième partie, ce sont des policiers qui sont avec nous. Et ensuite, la troisième composante sont des personnels de justice, c'est-à-dire des magistrats, des greffiers, des conseillers d'insertion probation. Et donc, ce sont les trois composantes de la CPJ. Et l'idée, c'est d'aller au contact justement des associations, de certaines communes qui nous solliciteraient pour organiser des débats. On essaie de mettre tout ça en place à chaque fois qu'on est sollicité pour justement rétablir ce dialogue et essayer à la fois d'entendre les gens, ce qu'ils ont à dire, parce que les critiques de la police, il faut les entendre aussi, bien évidemment, et aussi expliquer ce que sont nos métiers en fait. Donc on essaie d'avoir un maximum de monde là-dessus, de policiers, de magistrats, etc. Et l'idée, à moyen terme, on est une petite association, mais encore très jeune, elle n'a que 18 mois, mais à terme, c'est à un moment donné de mettre autour d'une table différents acteurs, différents professionnels, et de discuter des problématiques. Vous avez parlé tout à l'heure avec Ahmed des contrôles d'identité. Eh ben, on se met autour d'une table et dire, voilà, il y a un problème sur les contrôles d'identité, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? J'ai vu Omar Mascapitolin qui a réagi tout à l'heure, je l'ai lu là-dessus. Lui, il agit aussi là-dessus. Donc, l'idée, comment on fait pour faire avancer les choses? On peut parler aussi du maintien de l'ordre. Il y a un problème aussi. On se met autour d'une table avec des professionnels, des CRS, des sociologues, d'autres policiers, des citoyens. Et là encore, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Alors, on ne sera pas tous d'accord. Moi-même, avec d'autres personnes de mon association, on n'est pas toujours d'accord. Mais on va essayer de trouver un terrain d'entente, même si c'est pas révolutionnaire, mais un terrain d'entente minimum sur lequel on peut tous s'attendre, un minimum intangible, pour essayer de faire avancer les choses. Et au moins déjà dialoguer. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on cristallise de plus en plus. Il y a ceux qui aiment la police, ceux qui ne l'aiment pas. Il y a ça, et puis après à côté de ça, il y a des policiers aussi, il ne faut pas s'en cacher, qui ont tendance à faire des généralités, et d'autres. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit le plus, c'est des gens qui sont extrémisés, qui sont extrémistes, on va dire, des deux côtés dans leur positionnement. Nous, on veut essayer de se positionner au centre et d'essayer de rassembler un petit peu tout le monde et de créer du dialogue. Et c'est en créant du dialogue, en apprenant à se connaître, qu'on va faire avancer les choses. Merci beaucoup, Christophe. Voilà, donc vous pouvez contacter Christophe, vous pouvez contacter Ahmed, vous pouvez me contacter. Juste sachez que bon, dans toutes les personnes qui commentent, moi, j'ai pas tous vos profils, donc je pourrais pas forcément vous retrouver. Si vous voulez organiser ça, n'hésitez pas à me contacter. Donc sur Créteil, dans le Val-de-Marne ou dans d'autres villes. Et ben, encore une fois, merci Ahmed, merci Christophe, merci Merci à toi. pour vos questions. Et ben, du coup, ce n'est que le début alors, vu qu'on va organiser des réunions ensemble encore. Eh ben, avec grand plaisir. Merci. Bon, Je t'en prie. bonne soirée à tout le monde. Bonne fin de soirée.